Fred Savard avec vous pour une 7e saison de la balado, épisode 1. Oui, je commence une semaine plus tôt, je sais. Je m'ennuyais de vous autres. Vraiment, je m'ennuyais. Puis à un moment donné, les vacances, on en a assez. J'en ai eu. J'ai eu des belles vacances. J'ai passé un bel été. J'espère que vous avez passé un bel été. Donc voilà, la saison, je l'avais annoncé un peu en filigrane sur les réseaux sociaux. Ça devait commencer la semaine prochaine à Québec. Mais non, je commence cette semaine. En fait, j'enregistre tout ça juste avant de partir à Québec, rejoindre Hélène pour le Festival de cinéma de la Ville de Québec. On va enregistrer l'épisode ce week-end et il sera disponible la semaine prochaine. Donc, ce sera l'épisode 2. Mais c'est ça, j'avais trop hâte de vous retrouver et surtout pour vous annoncer des nouvelles choses. J'ai brassé la soupe pour cette balado. Premièrement, il va y avoir un nouveau podcast qui va se créer. Je vais l'annoncer vraiment plus en détail bientôt. Mais vous savez que j'ai commencé à faire des épisodes avec des chaires de recherche l'an dernier, ce qu'on appelle la mobilisation des connaissances ou la mobilisation des savoirs. Et le succès a été tel que moi-même, ça m'a surpris. J'ai décidé de créer une balado qui va être dédiée uniquement à la mobilisation de la connaissance. Ça va s'appeler « On a fait nos recherches ». Ça va être lancé bientôt. Là. J'ai vu la maquette du site web. Il va y avoir un site web. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Et ça va concentrer, dans le fond, tous ces épisodes avec des chaires de recherche dans un podcast dédié à la recherche. Je pense que c'est aussi le titre « On a fait nos recherches ». Évidemment, c'est un contre-pied à l'injonction que les complotistes nous ont abreuvé tout au long de la pandémie. Alors oui, il y a des gens qui font des vraies recherches et ce podcast-là, cette balado-là, va servir à diffuser ces connaissances-là. Et ça va permettre aussi à la balado de Fred Savard, premièrement, d'être le véhicule amiral, si on peut dire, parce que c'est ici que je vais annoncer les nouveaux épisodes. Évidemment, je vais vous inviter à vous abonner sur les différentes plateformes à la nouvelle balado, mais c'est ici que je vais annoncer les nouveaux épisodes avec possiblement une courte entrevue avec le ou la chercheur qui va nous présenter ce qui nous attend. Donc ça va être dévoilé dans quelques semaines au courant du mois d'octobre. Ça, c'est une des premières nouveautés. Et sinon, il va y avoir des nouvelles voix que vous allez entendre cette saison à la balado. Et qui vont, en fait, c'est des nouvelles voix qui vont se joindre à l'équipe déjà existante, tout à fait compétente. Vous n'arrêtez pas de me le dire dans vos messages. Il va y avoir Antoine Casgrain, entre autres, qui est sociologue, qui a été conseiller spécial et directeur de recherche à Québec solidaire pendant 9 ans. Et lui va nous proposer une chronique avec son bagage sociologique sur ce qui anime les débats à l'Assemblée nationale, mais à partir des acteurs qui font les débats. Donc, ça va être une espèce de les coulisses du pouvoir, mais avec un peu plus de densité. On ne sera pas juste dans le potinage de ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, mais vraiment, comment s'articulent les débats politiques entre les différents partis, entre les différents élus, par rapport à leur passé, leurs origines sociales. Ça va être vraiment, dans le fond, une analyse sociologique des luttes de pouvoir dans une arène comme l'Assemblée nationale. J'ai très, très hâte d'accueillir Antoine pour cette chronique. Il va y avoir également Gabrielle Brassard-Lecourt, que vous avez déjà entendu ici, qui est la co-directrice et présidente de Pivot, ce site de journalisme indépendant, qui va, une fois par mois, venir nous présenter les grands dossiers qui animent Pivot, et des coups de gueule de Gabrielle, qui adore faire ça et qui est très bonne. pour donner un coup de pied dans le guêpier de l'actualité. Il va y avoir également Louis-Philippe Lampron, et c'est lui qu'on va entendre tout à l'heure, que vous avez déjà entendu aussi. Je l'avais invité pour son livre Maudite Charte. Il était venu aussi nous parler l'an dernier au printemps. Quand j'étais à Québec, j'étais allé faire un épisode avec la grève à la bibliothèque Gabriel Roy, et il m'avait confié, off the record, il s'en allait à New York en sabbatique pour aller préparer son prochain essai sur la liberté d'expression dans un contexte actuel d'intelligence artificielle, de fake news, de multiplication des plateformes, de la désinformation qui circule. Et évidemment, c'est les élections américaines. Alors, il a choisi ce moment-là aussi pour un peu aller tâter le pouls du climat électoral aux États-Unis. Alors, il sera là. Et après ça, quand les élections sont finies, il va être toujours avec nous. Puis on va approfondir certains sujets qui traitent justement de liberté d'expression et du droit. Et il y aura également
dans un souci de varier les âges, de varier les voix, les générations, René Daniel Dubois, le dramaturge, qui s'ajoute à l'équipe. Je ne sais pas combien de fois, on va voir. Moi, ça fait longtemps que je veux avoir René Daniel Dubois, que je veux réentendre René Daniel Dubois, et je trouve que dans le contexte de la balado, on va avoir le temps. On va pouvoir lui dire un seul mot, il va pouvoir nous faire 45 minutes. Et j'avoue, l'idée derrière ça aussi, c'est que je suis tombé sur ses archives qu'il a numérisées sur son blog il y a quelques années. C'est encore disponible. Puis là, ça m'a replongé dans le bain de la conférence qu'il avait donnée. Là, je pense que je me répète là, pour ceux qui ont écouté les épisodes l'an dernier, mais c'est pas grave. Il était venu donner une conférence en 97 au département de sciences politiques à l'UQAM. J'étais là. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait où on me voit à l'époque où le 2 mois et demi où j'ai eu du henné dans mes cheveux, les cheveux roux. Mais c'est cette conférence-là que j'avais gardée en tête qui m'a un peu poussé à écrire ce numéro du mot qui est devenu, dans le fond, presque une conférence sur la montée de l'extrême droite que je présente avec Coralie Laperrière, Le vieil homme et la mère. Ben, c'est ça, on fait chacun à peu près une demi-heure, on a des sketchs ensemble. Et moi, j'ai envie de travailler sur la montée de l'extrême droite et de voir comment l'humour peut nous aider à comprendre et à mettre en garde aussi sur ce climat-là. Et c'est René Daniel Dubois, à l'époque, qui m'avait un peu planter cette graine dans la tête par rapport au mouvement nationaliste au pluriel et au flirt avec l'extrême droite. Et d'ailleurs, en parlant de ce spectacle-là, Le vieil homme et la mère, vous savez qu'on l'a donné à Québec il n'y a pas si longtemps cet été. Et là, on va le donner à Montréal dans un contexte vraiment intéressant, c'est-à-dire au Lion d'Or. La balado produit son premier spectacle d'humour. Alors, ce sera Le vieil homme et la mère et Catherine Etier. Donc, programme double. Ça va être le 5 octobre au Lion d'Or. Les billets sont déjà en vente si vous allez sur le point de vente. Et vous cliquez sur le 5 octobre ou Le vieil homme et la mère ou Catherine Etier, Fred Savard, vous allez trouver. Ou sinon, vous allez sur le site du cabaret du Lion d'Or et dans le calendrier, vous allez pouvoir directement accéder à la vente des billets. Puis j'ai mis de toute façon un lien dans l'infolette que j'ai publiée hier pour annoncer la nouvelle section. Donc, vous allez pouvoir venir voir ce show-là au Lion d'Or qui est vraiment un bon show. Pour vrai, là, moi, j'ai vraiment énormément de fun. J'étais pas sûr au début. Je doutais énormément. Fait que j'en parlais pas trop. Je l'ai fait. Il y en a qui l'ont vu aussi au cabaret l'an dernier. C'est la première fois. C'était un peu bizarre aussi parce que de la façon que c'était placé dans la soirée. Mais là, on a peaufiné tout ça et je pense que ça se tient. Alors voilà, Le vieil homme et la mère en spectacle 5 octobre. Et Le vieil homme, René Daniel Dubois, qu'on va entendre très bientôt. Je suis allé prendre 2 cafés avec cet été. C'était vraiment intéressant. Puis là, on a statué sur une méthode de travail. Ça va être casse-cou pour moi parce qu'il a dit, moi, je veux pas de notes. Tu me donnes la semaine précédant l'enregistrement, tu as juste à m'écrire une phrase par courriel, puis moi j'arrive, je te fais une demi-heure, j'ai un chronomètre dans la tête, j'ai bien hâte de voir ça. Mais je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et je pense que le médium balado, ce temps long qu'on a, ça va être parfait pour un esprit comme celui de René Daniel Dubois. Alors voilà, c'est entre autres ce qui est nouveau, qui est déjà placé, mais il va y avoir d'autres affaires qui vont s'ajouter en cours de route. Je suis très content de vous retrouver. Alors, on va aller tout de suite à l'épisode on va commencer avec Louis-Philippe Lampron, que j'ai interviewé à New York hier. Vous allez voir, le son n'est pas le même que d'habitude parce que j'étais sur la plateforme Riverside, qui est une plateforme où on peut enregistrer vidéo, audio sur Internet, qui est quand même assez bien faite, et facile d'utilisation, mais la qualité sonore, parfois, avec la connexion Internet, elle peut être un petit peu moindre que sur une bonne vieille console comme la mienne dans mon luxueux studio. Et en deuxième partie d'épisode, j'ai reçu également Dominique Fontaine-Lanier, qui est professeur de philosophie au Cégep de Drummondville, qui a fait paraître chez Nota Bene un essai, il y a quelques semaines, qui s'appelle « Le legs d'un philosophe amateur, essai sur François Hertel ». Vous avez sûrement déjà entendu parler de François Hertel. Moi, c'est un essai qui m'a énormément plu. Très, très original et personnel en même temps aussi, sur une figure qui a un peu disparu de la mémoire collective, François Hertel, et pourtant qui a influencé énormément de gens de tous les horizons avant la Révolution tranquille. Fait qu'on va réfléchir à tout ça aussi, le rapport au savoir, aux intellectuels d'avant la Révolution tranquille, le legs qu'il laisse. Il est mort en 85. Il a passé la moitié de sa vie en France parce qu'il est défroqué des Jésuites. En tout cas, un parcours assez incroyable. Et Dominique Fontaine-Lanier est passionnant dans son essai. Et vous allez voir, il est passionnant pour nous raconter la vie et l'œuvre de François Hertel. Alors voilà, je suis vraiment content de vous retrouver
Bon épisode, tout le monde. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Louis-Philippe Lampron? Fred Savard, bonjour. On s'était parlé fin mai, début juin, je pense. Oui. Puis là, tu m'avais proposé des interventions parce que là, est-ce que t'es en sabbatique? Est-ce qu'on dit ça ou t'es en... Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, on dit ça encore pour le décrire entre profs d'université, mais avec nos directions, on dit plus ça. On dit année d'études et de recherche, là, parce qu'il faut montrer qu'on n'est pas là avec les doigts de pied en affaires. Voilà, on travaille. Oui, exactement. Bon, pour les millions de Québécois qui te connaissent pas, peut-être rappeler que t'es prof à l'Université Laval. Oui, idéalement. En droits et libertés de la personne. Oui. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais à New York? Ben, grosso modo, c'est que j'ai un projet d'essai, en fait, sur lequel je suis en train de travailler et c'est double, en fait, mon intérêt pour New York. Ouais. Bon, il y a ce qu'on appelle en ce moment une campagne présidentielle hors norme, là, qui se déroule, Kamala Harris contre Donald Trump, avec, en toile de fond, évidemment, là, l'impact de la désinformation survitaminée par l'intelligence artificielle générative. Donc, quel va être l'impact là-dessus? Surtout dans un contexte électoral où, évidemment, quand tu lances quelque chose à quelques jours du scrutin, tu as beaucoup plus de chances, en fait, de réussir ton coup. Si ton coup, c'est de déstabiliser une démocratie, par exemple, parce que le temps qu'on soit capable de débunker tout ça, ben, le scrutin va être passé. Alors, c'est vraiment une période très, très dangereuse. Et moi, je travaille sur les libertés fondamentales. Je travaille sur les liens entre les grandes libertés, la liberté de religion, liberté d'expression, tous les corollaires de la liberté d'expression, là, pas simplement le droit de dire ce que je veux, mais également là, la capacité des citoyens à avoir accès aux informations, aux faits, en fait, fiables, crédibles, sur la base duquel on peut, après ça, se faire une tête, là. Donc, droit d'accès à l'information, liberté de la presse, liberté académique, etc. Et donc, moi, mon angle, c'est de dire, avec l'explosion, en fait, là, de l'intelligence artificielle générative, est-ce qu'il est temps de revoir le paradigme qui a été établi à peu près dans les années, je dirais 80-90, là, qui nous permet de comprendre puis de définir la liberté d'expression puis ses corollaires? Est-ce que là, l'environnement ou l'écosystème à l'intérieur duquel on s'informe, l'écosystème qui produit les informations sur la base desquelles les citoyens se font une tête, là, est-ce qu'il a changé de manière tellement importante qu'il va falloir que la définition de la liberté d'expression s'adapte? Fait que, grosso modo, c'est la raison pour laquelle je suis venu à New York, puis je veux rencontrer des collègues. Là, j'ai déjà commencé par ailleurs là, dans les nombreuses universités new-yorkaises. Alors, voilà. Donc, et cet essai-là, en fait, là, c'est des hypothèses que tu lances, tu vérifies ou ton idée est déjà faite pas mal par rapport à... Ben, mon idée, en fait, grosso modo, c'est drôle parce que j'assistais à une conférence là, du Hastings Center il y a quelques jours, puis tout le monde s'entend, en fait. Excuse-moi, Louis-Philippe, c'est quoi ça, le Hastings Center? Ouais, c'est un centre, un think tank, à quelque part, qui se définit comme tous les think tanks comme étant indépendants et autonomes, et donc qui travaille beaucoup. Voilà, c'est le propre des think tanks, hein, nous sommes neutres. Et donc, grosso modo, ils travaillent sur les enjeux de désinformation, mais surtout à travers des enjeux bioéthiques. Alors, évidemment, la conférence, elle portait davantage sur l'impact de la désinformation, en particulier aux États-Unis, là où l'espérance de vie a reculé au cours des dernières années. Puis il y a un lien clair à faire selon les chercheurs, selon des chercheurs, mais ceux qui étaient là à la conférence à laquelle j'ai assisté, entre la désinformation, notamment sur les vaccins, et justement le fait que c'est pas le seul impact, mais ce serait un des impacts, en fait, qui pourrait expliquer le recul de l'espérance de vie aux États-Unis. Alors, ce centre-là, puis comme la plupart de ce que moi je lis, puis de ce qu'on voit en droit, le constat il est double, en fait. C'est grosso modo, on voit bien là que le droit est à la remorque d'une explosion technologique, puis le droit est pas capable d'aller assez vite, en fait, pour rattraper l'explosion technologique, mais on n'a surtout aucune idée quoi faire, en fait, essentiellement. On est tous en train de se tâter. Voilà. Comment le droit peut prendre cette bête-là, de quel bord, et c'est ça, c'est comme trop tôt, peut-être? Ben, trop tôt, il va falloir que on arrête de se cacher dans cet argument-là, parce que moi, je suis un peu toujours là-dessus, c'est-à-dire qu'on identifie des problèmes, puis on dit, va falloir qu'on trouve des solutions, et là, le temps est venu de la trouver, la solution. C'est ça. Là, il y a des efforts, puis moi, je suis, surtout en matière de protection des droits et libertés, là, l'adage que je suis toujours en train de rappeler, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Puis des fois, quand tu te sers de l'appareil juridique pour être capable de t'attaquer un problème, tu peux en créer un encore plus grand, en fait. Puis je dirais en particulier quand tu essaies de juguler des informations dites fausses et trompeuses, là, ça peut mener à des véritables catastrophes. Donc, c'est ça. Alors, c'est là où j'en suis, mais grosso modo, je te dirais que comme juriste, je pense qu'on a une responsabilité d'essayer d'imaginer, puis je dirais de l'imaginer vite, parce que là, on est rendu là, à un moment où les sociétés vont peut-être foutre le camp. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions ou encore qu'on mette en place des mesures, je te dirais, pour être capable de s'assurer que on jugule justement là ce qui est devenu vraiment une bête, en fait. Ouais. Et on l'a vu pendant le débat, le débat qui était mardi soir. Mardi soir, le 10 septembre. Tout à fait. Sachant qu'on allait se parler, j'ai regardé le débat, ce que je fais jamais, parce que à l'âge que je suis rendu, je peux plus m'infliger des affaires comme ça. Cela dit, ça a été plus. En fait, avec Biden, j'aurais eu plus de difficultés. Oui. Il faut quand même noter le dynamisme de Kamala Harris en débat. Bon, cela dit, les idées qu'elle met de l'avant, ne me rejoignent pas toutes. Là. On n'est pas dans une révolution économique et politique. Mais j'avais hâte de t'entendre, en fait, parce que tu l'as regardé, évidemment. Toi, tu étais dans un lieu public qui visionnait le débat, si je comprends bien. Hein? Oui, en fait, j'avais le choix. En fait, je cherchais un lieu, justement, pour être capable d'être avec, pas ma famille, mais avec des Américains. Alors, je suis allé, il y avait le DNC, là, donc le Parti démocratique, l'antenne new-yorkaise, qui organisait un debate watch party. Moi, personnellement, puis là, je lance ça. Démocrate. Toi, tu serais démocrate, genre, c'est ça que tu me dis, là? Ben, je ne veux pas le dire, mais face à, en fait, j'ai toujours eu plus d'acquaintance avec la gauche. Bon, là, tu poses la belle question. Est-ce que Kamala Harris, on peut la placer à gauche sur le spectre politique? Ça, c'est une belle question. Mais moi, je pense que Donald Trump, il est au-delà de c'est ça qu'il dit, son rapport à l'état de droit, puis la nature bulldozer par rapport aux institutions démocratiques américaines et je dirais les effets, là, j'ai juste le terme anglais, là, le ripple effect, en fait, que ça produit dans les autres démocraties, y compris la canadienne. Alors, je veux dire, économiquement, j'en pense, je suis toujours plus proche des idées de gauche, mais maintenant, pour moi, Donald Trump, mon aversion, parce que c'est carrément une aversion par rapport à ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un républicain. Je pense que lui-même n'est pas un républicain par ailleurs. Non. Alors, c'est là où on en est. Bon, alors, dans le rapport à la désinformation, moi, j'avais le choix. J'aurais pu aller puis je vais aller en voir là, des rallyes républicains. Et je vais à New York pour bien que je me mouille les pieds. Mais là, donc, il y avait un watch party qui était organisé par les démocrates. C'était dans un bar, le Common Molly's à Brooklyn. Et donc, grosso modo, je m'attendais à une ambiance un petit peu plus orientée. Je pensais que la dite antenne new-yorkaise allait me distribuer des informations, m'inciter à donner ou quoi que ce soit. Mais finalement, c'était une soirée comme si j'allais voir un match du Canadien, sincèrement, à la cage au sport. Là. Donc, voilà. Alors, le débat comme tel, ce qui était très intéressant, parce que les médias, comme les universitaires, moi, je fais partie là, de celles et ceux qui, à l'élection, la première, là, celle de 2016, là, j'en parle dans mon livre Maudite Charte, mais la veille, mon fils, il avait 10 ans, puis il s'en va se coucher, puis il commence à être inquiet parce que, évidemment, à la maison, je suis sans filtre, fait qu'il capte juste mon inquiétude que j'essaie de ventiler, voilà. Et il y avait eu un moment où Donald Trump avait, à l'époque là, de la campagne électorale, il s'était interrogé sur pourquoi on peut pas se servir des armes nucléaires, puis ça avait fait grand bruit, puis tu sais, c'est encore dans l'idée que c'était impossible que Donald Trump l'emporte en 2016. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai fait avec mon fils un Raphaël Jacob de moi-même. Moi, je l'ai pas fait sur les ondes de la télévision d'État. Mais là, je le fais, je l'avoue, peut-être pour amoindrir ce que Raphaël Jacob a fait. Je l'ai dit à mon fils, écoute, c'est impossible, tu peux dormir sur tes deux oreilles, c'est impossible qu'il gagne Donald Trump. Les sondages, rappelons-nous, hein, ils étaient complètement là. Je pense que Clinton avait 4 points d'avance. Bon, c'est ça. L'aiguille a changé en cours de soirée. Bon. Alors, moi, il y a eu un effet traumatique, en fait, que Donald Trump soit élu. Puis après ça, les 4 années de la présidence, le rapport à la réalité, le rapport aux faits alternatifs, le rapport à l'impact que ça peut produire quand un président de cette nature-là, chef de la plus grande puissance au niveau international, ça produit sur toutes les institutions démocratiques, les médias en premier. Bon. On a appris, en fait, et ce qui est intéressant du débat, c'est que je trouve que notamment avec le fact-checking, la vérification des faits au fur et à mesure, pour les plus grosses énormités, ça a été quelque chose de très intéressant. Ouais. Alors, évidemment, il y a à quel niveau, Louis-Philippe? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, là, qu'il y a du fact-checking en même temps. Moi, en fait, je me disais, OK, oui, mais par les modérateurs. C'est ça pour moi qui était nouveau. Oui, ça c'est vrai. T'as raison. C'est ça. OK, à ce niveau-là, oui, OK. Voilà, le fait en direct, là,
Parce que, évidemment, la vérification des faits, effectivement, ça fait des années que ça dure, mais c'est toujours après coup. Il l'avait en parallèle, Politico le faisait. Bon, mais là, c'est vrai que les modérateurs... Cela dit, en même temps, est-ce que ça renforce pas les partisans de Trump de dire... Voilà. Et voilà. Et Jacinthe Evarel qui a dit un peu la même chose. Là. Les modérateurs étaient du bord des gentils, c'est-à-dire de Harris. C'est ça. Et parce que ceux qui... En fait, le candidat qui a été repris en plein débat à quelques reprises, ça a été Donald Trump. Mais, je veux dire, encore une fois, il a été repris sur quoi? Sur le fait qu'il a dit qu'on exécutait des bébés. Et Après la naissance. Après la naissance. Il a été repris sur... le fait que en Ohio, la fameuse rumeur là, farfelue, 20 000 Haïtiens qui mangent des chats et des chiens. Chats et des chiens. Puis donc c'est sur les énormités, donc la barre pour que voilà, les modérateurs décident d'intervenir live. Il faut vraiment que ce soit grossier, puis tellement grossier qu'il faut qu'on le corrige avant même que ça se passe à côté. Il faut que les téléspectateurs aient accès au fait que ça c'est objectivement faux ou non vérifié. Bon. Évidemment, mais en même temps, je te dirais que l'impact de la vérification des faits, puis je pense que Jeff Yates, là, qui est le vérificateur en chef à Radio-Canada, décrypteur, qui en parle souvent, c'est de dire, on se fait maintenant attaquer, même les institutions dites indépendantes, il y a tellement une crise de confiance qui est alimentée par parfois des agents étrangers, mais parfois c'est des politiciens, en fait, comme Donald Trump ou même Pierre Poilievre, pour dire cette vérification des faits-là, elle est orientée en faveur des élites, ou que sais-je encore. Alors, ça fait partie, tu vois, de ma réflexion en disant, est-ce qu'on va pas créer, si on va dans cette voie-là, un mal encore plus grand que celui qu'on essaie de juguler? Puis tous les enjeux là d'utiliser le droit pour faire taire des discours, là, sauf discours haineux, sauf menaces de violence, sauf menaces de mort, bien sûr, ça fait partie de la grande réflexion. Puis la question que tu poses est excellente. On le voit, là, Donald Trump, il a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, en disant, il le dit tout le temps, évidemment, dès qu'il a l'impression qu'il est en difficulté, là, c'est les modérateurs, c'était un débat à 3 contre 1, ils l'ont débunké elle, ils m'ont débunké moi, mais pas elle, etc., etc. Bon, je veux revenir sur la responsabilité des médias. En fait, je ne sais pas comment le prendre parce que, puis je sais que ça doit faire partie de ta réflexion pour l'essai à venir. Parce que on le sait que le décryptage, ça fonctionne pas toujours. Philippe de Grosbois est venu en parler à la balado. Il a écrit un essai sur le rapport entre le journalisme et la désinformation. Wuming, le collectif italien qui a écrit le livre Q comme complot, en parle de ça. Comment le décryptage, des fois, ça fait l'inverse. Ça renforce le sentiment de communauté. Évidemment, là, les gens ont dit que Kamala Harris avait remporté le débat haut la main, mais à ton avis, là, je ne veux pas qu'on fasse du pronostic, mais jusqu'à quel point, en fait, que cet exercice-là est encore pertinent dans une campagne électorale où les opinions sont aussi tranchées? Tranchées, polarisées, je veux dire... Grosso modo, la pertinence du débat, selon ce que j'en comprends, puis je suis pas un politologue, là, mais c'est effectivement, il y a un noyau dur des deux côtés, en fait. La société américaine, elle est extrêmement polarisée, tu l'as dit, divisée. Bon, voilà. Il y a des grandes lignes de faille, puis il y a des gens, leur opinion est déjà faite, le débat va rien en changer, évidemment. Alors, on se bat pour essentiellement les indécis, et on se bat essentiellement pour les indécis, en particulier dans les quelques États, je pense qu'il y en a une dizaine, là, où on peut faire basculer l'élection à cause du collège électoral aux États-Unis. Alors, cet exercice-là, puis il y a une analyse qui a été publiée sur CBC qui rappelait le fait que Hillary Clinton, les experts considéraient qu'elle avait gagné tous les débats contre Trump en 2016 et Trump l'a emporté quand même. Alors, évidemment, c'est le fait que Harris ait gagné, entre guillemets, là, pour autant qu'est-ce que ça veut dire ça, un débat? Oui, c'est ça. Ça mène pas à une victoire automatique, surtout pas avec le collège électoral actuel. Elle pourrait bien l'emporter par la pluralité des voix et perdre quand même la présidence. Bon, alors, il y a cet enjeu-là. Maintenant, c'est certain que là où on est vraiment mal pris, en fait, c'est que pour être capable de juguler l'impact négatif je dirais, la désinformation survitaminée par l'intelligence artificielle, juridiquement parlant, ce que ça prendrait, là, c'est une convention internationale, essentiellement. Parce que Internet, c'est quelque chose qui dépasse largement la possibilité d'influence normative des États. Il y a bien la possibilité d'aller taper quelqu'un on est dans le droit fiction. Là, si on rétablissait, par exemple, l'interdiction criminelle de diffuser ou de fabriquer des fausses nouvelles sciemment avec mauvaise foi, ben on serait capable d'aller taper certains producteurs de fausses nouvelles si tant est qu'ils sont sur le territoire canadien. Mais évidemment, on pourrait rien faire contre Telegram, Sputnik ou quoi que ce soit, qui aurait quand même la capacité, en payant du monde sur le territoire canadien ou autrement, de faire
arriver ces fausses informations-là, ces deepfakes-là. Et donc, ça prendrait une convention internationale. Évidemment, on n'est pas du tout dans un contexte géopolitique où on a des chances raisonnables à courte échéance d'arriver à cette convention. Mais qu'est-ce que ça ferait une convention internationale? Ben, la convention internationale, essentiellement, je pense que ça habiliterait les acteurs étatiques et nationaux de mettre en application la même interdiction et qui devrait viser celles et ceux qui utilisent l'intelligence générative, l'IA générative. Et grosso modo, tant qu'on n'a pas ça, ben évidemment, avec Internet, c'est comment on fait pour être capable de sanctionner celles et ceux qui diffusent de la fausse information. En anglais, il y a une distinction qui se fait entre la désinformation et la mésinformation, entre disinformation et misinformation. Misinformation, c'est grosso modo moi qui a pas vérifié, puis il y avait un papier du Journal de Montréal qui annonçait, puis je m'étais fait prendre à l'époque, là, le Journal de Montréal, hein, avec le journal parodique, là. Exactement. Et donc, il avait annoncé la démission de Jean Charest, puis moi, je l'avais relayé avant de m'en rendre compte 15 minutes plus tard, puis finalement, il n'avait pas démissionné pantoute. Mais donc, grosso modo... Radio-Canada l'avait annoncé battu dans une soirée électorale, puis il était pas battu, il avait gagné ses élections, fait que t'es pas si pire. Merci. On se fait tous du Raphaël Jacob dans certains moments de nos vies là, publiquement. Mais donc, grosso modo, cette capacité-là qu'on peut avoir de savoir qu'est-ce qui est faux puis qu'est-ce qui est vrai, mais surtout la question de la bonne ou de la mauvaise foi, ça fait en sorte que on ne devrait jamais commencer à censurer ou à sanctionner les gens qui ont de bonne foi, en fait, retweeté ou fait circuler des fausses informations. Je pense qu'il faut remonter clairement à la source, puis simplement, et ça c'est avec l'équilibre dans une société démocratique, hein, parce que la liberté d'expression, elle est là pour protéger les propos avec lesquels on est en désaccord. Mais là, c'est une question de, je dirais, l'IA vient changer la donne. C'est la thèse là, que je veux vérifier, puis on va voir où est-ce que je m'en vais avec ça dans mon essai, parce que ma tête est pas faite. Mais c'est que là, si on remonte à l'idée de la liberté d'expression, là, tu sais, je veux dire, le début des droits et libertés de la personne avec une liberté d'expression à l'intérieur des sociétés démocratiques, c'est l'idée de l'honnête homme, en fait. Il faut que l'honnête homme ait accès à des informations, parce que ça, il se fasse une tête, en fait, essentiellement. Mais les informations, elles étaient produites par des scribes à cette époque-là, tu sais, par des quelques lettrés. Et donc, on n'avait pas un bombardement d'informations et je dirais, sur différents médiums comme l'audio, comme le vidéo. C'était essentiellement des écrits, des argumentations, des faits rapportés, etc. Et là, on est complètement perdu. L'honnête homme, il peut pas s'y retrouver, en fait. On n'est plus capable de distinguer, quand on regarde les deepfakes, là, on n'est plus capable de distinguer une vraie vidéo avec un vrai acteur et un deepfake qui reprend l'image de ce vrai acteur-là. Alors, ça pose des enjeux qui sont véritables, en fait, là, sur la capacité citoyenne à pas faire une différence, mais à se prononcer valablement dans une société démocratique. Alors, ça, pour moi, je pense que ça amène peut-être une rupture du pacte démocratique qui doit nous forcer à revoir la conception qu'on a et qui remonte à très, très, très longtemps, en fait, là, de la liberté d'expression et des limites à la liberté d'expression dans cet environnement-là. Évidemment, toi, c'est le côté légal et juridique qui t'interpelle. Moi, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, parce que les deepfakes, on en parle beaucoup. C'est difficile de prouver leur impact réel. Oui, tout à fait. L'impact sur la société, considérant que... Parce que, en fait, là, le climat sur les réseaux sociaux fait en sorte que les réseaux sociaux deviennent rébarbatifs pour beaucoup de monde. Avec raison. Avec raison. Mais, OK, autre chose. Parce que, tu sais, la désinformation, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, voilà, ça, j'allais dire. C'est depuis que la politique existe. Voilà. Puis même, tu sais, dans les grands moments, là, le protocole des sages de Sion, je veux dire, tu sais, les cochonneries, là, qui visent vraiment, là, à atteindre des objectifs nocifs, là, pour des groupes. Je veux dire, c'est vraiment pas d'hier. Tu sais, on pourrait même remonter au Moyen-Âge, dès qu'on a, là, le Moyen-Âge, je pense que la presse, elle avait pas encore été inventée. Alors, c'est trop loin, ça. C'est ça. Mais à partir de l'invention, à partir de Gutenberg, là, quand on a eu la capacité d'imprimer des choses, on a eu la capacité de diffuser largement de la propagande et de la désinformation. Bon. Ce qui change, là, c'est la facilité puis la masse d'informations. Le volume. Exactement. Et ça vient vraiment d'être accru de manière exponentielle par l'intelligence artificielle générative. Et je pense que ça, il faut en prendre acte. Puis c'est une très bonne chose qu'on travaille de front
avec le fait que c'est formidable l'intelligence artificielle générative parce que ce qu'on va pouvoir en faire, etc. Puis ça peut être un outil formidable, on va tous avoir des assistants. Mais il y a aussi un côté sombre et il y a des gens qui vont s'en servir et qui ont déjà commencé à s'en servir. Bon, la question du deepfake, là, puis la question de la parodie, puis c'est très, très drôle parce que je suis en train d'écrire un papier qui va sortir incessamment, peut-être après la diffusion du balado, mais sur le journal de Montréal, M-O-U-R-R-E-L, bon, Québécois, je pense, hein, que... Non, il avait fermé, en fait. Mais justement, il avait fermé parce que Québécois avait poursuivi les personnes responsables en disant qu'ils avaient détourné la marque de commerce parce que le logo du Journal de Montréal, c'était exactement les mêmes couleurs, la même police. Bon, il y avait juste le mot. Et c'est là-dessus où des gens se trompaient, en fait, essentiellement. Bon, moi, j'avais écrit un petit papier là, de blog en disant que c'était pas une bonne décision que de sanctionner parce que ça limitait indûment la capacité de parodier le Journal de Montréal. Voilà. Si on n'est pas capable de reprendre le logo de Walmart pour planter Walmart ou parodier Walmart ou critiquer Walmart dans des diffusions sur les réseaux sociaux, bon, ben là, on est... Donc, grosso modo, on se trouve à plus être capable de le critiquer parce que Walmart, on peut pas le caricaturer comme on caricature Gaétan Barrette ou Jean Charest avec des traits fixés qui n'existent pas autrement que par son logo. Maintenant, la question de la parodie avec les deepfakes, là, pour moi, ça vient, l'environnement vient de changer, en fait. Et là, le critère, pour moi, le curseur ne peut plus être placé au même endroit. Parce que, à la conférence du Hastings Center à laquelle j'ai assisté, ils ont diffusé une parodie, entre guillemets, là, d'une publicité de campagne de Kamala Harris, où ils reprennent la voix de Kamala Harris qui dit les énormités, là, c'est grosso modo, elle se saborde elle-même dans cette fausse publicité-là. Puis elle dit que Joe Biden était sénile, puis grosso modo que élisez-moi parce que je suis mauvaise, puis etc. Mais c'est sa voix, littéralement, en fait. Donc, quand on fait juste l'entendre, bon, évidemment, une personne qui est minimum informée va bien voir que c'est impossible que Kamala Harris ait diffusé ça et que donc c'est une parodie. Mais il faut faire avec la moyenne des ours aussi. Puis là, on n'est plus capable, sans avoir accès à une source d'information extérieure composée d'experts, et ça va aller en s'accroissant, de départager les vraies photos des fausses, les vrais enregistrements audio des faux, etc., etc. Et là où je souligne que cette notion-là de parodie va devoir évoluer, c'est en particulier dans un contexte électoral. Parce que là, l'impact, il peut être immédiat sur un scrutin. Un faux enregistrement de Kamala Harris qui sort à 2 jours du scrutin où on laisse entendre qu'elle dit des horreurs sur un groupe crucial d'un État clé, ou sur le fracking, par exemple, là, une espèce de faux enregistrement audio où on entend Harris dire à quel point elle a berné tout le monde puis qu'il n'y en aura plus de fracking ou quoi que ce soit. Il va être trop tard. Ça va jouer, ça peut, surtout sur une élection aussi serrée. En fait. Alors, c'est pour ça que là, on est vraiment dans une zone très, très dangereuse, en fait, avec le fonctionnement, je dirais, habituel des sociétés démocratiques. Puis pour moi, le droit, c'est pas une question de si ou pas on doit l'adapter, c'est comment on doit l'adapter, en fait, pour éviter de tomber dans le piège du créer un mal plus grand que celui auquel on s'attend. Oui, et qui va encore générer du scepticisme, et qui va juste radicaliser, en fait, toutes les positions, parce que c'est ça le grand danger. Complètement. Puis qu'on revienne jamais en arrière. Ben non, parce que c'est dans une idée de vivre ensemble, c'est ça que je veux dire. Là. Bon, on est bien d'accord. Et d'autre part, je te dirais que, et on le voit par mille avec Donald Trump, dès que tu t'attaques à un discours parce que tu dis que c'est n'importe quoi, que c'est faux, quoi que ce soit, la réaction des personnes mal intentionnées, c'est de s'ériger en victime. Tout de suite, en fait. Et de s'ériger en martyr, là, et de victime de censure, en fait, essentiellement. Mais là, on arrive dans un vrai problème de société, c'est de dire, c'est pas une question de censure. Il va falloir, est-ce que c'est, il y a plein de pistes qui sont déjà explorées, là, par différents acteurs, notamment au Canada, où on réfléchit à des manières de peut-être resserrer le cadre normatif. Mais je pense que les diffuseurs, ceux qui ont les porte-voix, là, les Elon Musk de ce monde, on voit ce qui arrive au Brésil en ce moment. Est-ce que c'est la voie, en fait? Est-ce que ça passe par une responsabilité, pénale ou que sais-je encore, pour avoir accès à nos justiciables, il va falloir qu'il y ait une certaine forme d'imputabilité. C'est des questions auxquelles il faut réfléchir, mais je pense que là, il faut qu'on y réfléchisse, mais il va falloir qu'on agisse aussi. Louis-Philippe Lampron t'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier? Parce que j'imagine que ça t'a interpellé.
Oui, ça m'a interpellé. J'avoue que j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher trop avant, là, mais essentiellement, il y a eu une espèce de bras de fer entre Twitter et le gouvernement brésilien. Et le gouvernement brésilien exigeait pendant plusieurs semaines qu'il y ait une personne responsable de Twitter sur le territoire brésilien qui pourrait être tenue responsable de certains abus ou quoi que ce soit. Musk a refusé et ça a mené, et là je dis ça, il va falloir que je vérifie, là, ça a mené à l'interdiction de Twitter sur le territoire brésilien. C'est quand même intéressant. Cette très idée intéressant. d'espèce de curateur. Oui. En même temps, c'est un travail titanesque. Mais je pense qu'on va être obligé de réfléchir à des choses qui n'existent pas encore, en fait. Ah, mais complètement. Je veux dire, on est face à quelque chose qui est, j'ai pas son prénom, mais Harari, en fait, là, qui dit que l'intelligence artificielle générative, essentiellement, le risque, c'est que ça se trouve à hacker ce qui fait des êtres humains, c'est-à-dire la créativité à quelque part. Bon. Alors, face à cette nouveauté-là, on n'a jamais été confronté à un truc comme ça. Et au fait que, je sais pas comment dire, le mythe selon lequel les réseaux sociaux, c'est une vitrine transparente, que tout le monde, un peu méritocratique, là, tout le monde, c'est les meilleures idées qui vont générer le plus de circulation, etc. On est plus là. Je veux dire, maintenant, on le voit, on connaît la force des algorithmes, et on voit aussi les intérêts de celles et ceux qui possèdent ce porte-voix-là de filtrer, en fait, la diffusion de ces messages-là, ces messages dans des bouteilles qu'on lance à la mer du numérique, en fait. Et donc, on n'est pas égaux dans la capacité qu'on a de rejoindre les gens. Bon, voilà. Non. Alors, face à cette nouveauté-là, parce que ça aussi, c'est une nouveauté, je pense que celles et ceux qui possèdent ces porte-voix-là, les Mark Zuckerberg, Elon Musk, que sais-je encore, là, TikTok. TikTok, c'est pas une personne, mais je veux dire, la personne qui possède TikTok, il va falloir les tenir responsables, en fait. Il va falloir qu'il y ait une législation qui s'applique à ces gens-là. Et là, on revient à, idéalement, on serait capable d'avoir un consensus international sur la même manière d'aborder cet enjeu-là. Parce que sinon, on est un peu dans la même situation que le Canada face à Facebook, qui fait en sorte qu'on n'a pas accès, on n'a plus accès aux nouvelles qui proviennent des médias d'information sur Facebook. Voilà. C'est un bras de fer, en fait, entre deux acteurs. Facebook d'un côté, puis le gouvernement du Canada de l'autre. Les prochaines semaines, là, qu'est-ce qui va t'occuper? Parce que nous, on va s'en reparler, là, parce qu'on... j'imagine que tu vas aller dans un rassemblement républicain? Je veux aller dans un rassemblement républicain. En as-tu à New York? Ça, c'est intéressant parce que, tu vois, ça, c'est le premier choc auquel j'ai été confronté. Moi, comme c'est une campagne présidentielle américaine, peut-être naïvement, parce que c'est ma chambre d'écho, là, je m'intéresse juste à ça comme je préparais mon séjour de recherche. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus présent, je dirais, dans l'espace public. Et bon, évidemment, l'État de New York n'est pas un des battleground states, c'est-à-dire que je pense que Harris a 8 ou 9 points d'avance dans les derniers sondages. Là. Je veux dire, selon toute vraisemblance, ne faisons pas un Raphaël Jacob de nous-mêmes. Non. Selon toute vraisemblance, Harris devrait l'emporter. Et donc, c'est assez peu présent. Je vois pas d'affiche, je vois pas de, tu sais, j'ai pas l'impression. C'est ça. Alors, dans une campagne, parce que tu sais, le débat, je sais pas si tu te rappelles, là, un des deux speakers disait de retour à ce débat historique, tu sais, on voulait vraiment marquer l'histoire, mais écoute, en tout cas. Sur le terrain, en tout cas, ça se sent pas. Je le sens pas. Non, pas du tout. Je le sens pas du tout. Alors, évidemment, c'est sûr que moi, je suis en contact, j'essaie de créer des réseaux, en fait, puis de développer des contacts avec des collègues aux États-Unis. Donc, je vais aller voir le Knight Institute for Free Speech à l'Université de Columbia. Il y a des centres de recherche vraiment intéressants qui s'intéressent à la désinformation dans le contexte électoral. Alors, il y a beaucoup de conférences à l'agenda au cours des prochaines semaines. Mais j'aimerais beaucoup aussi participer à des rallyes. Alors, je vais voir, là, dès qu'il y en a un qui s'approche un peu là, de la ville, je vais me déplacer pour être capable d'assister à un rallye républicain puis à un rallye démocrate aussi là, avec Kamala Harris et Tim Walz. Et tiens-nous au courant, puis on va se reparler quelque part en octobre, évidemment. Puis écoute, je savais pas, moi, que tu préparais cet essai-là. J'ai déjà hâte de le lire. Je me mets un peu la tête sur le bio parce que c'est la première fois que j'en parle à part des proches, donc j'ai plus le choix. T'as plus le choix. Il va falloir que tu le fasses. Hey, merci, hein, vraiment. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Bye. Dominique Fontaine-Lanier, bonjour. Bonjour. Premier épisode de la saison 7. L'année passée, je trouvais souvent que je manquais de temps
et même de place pour des longues entrevues avec des essayistes. Je faisais ça plus ça les autres saisons. Je m'ennuyais un peu de ça l'année passée. Il y en a eu. Alors, je me suis dit, cette année, on va commencer dès l'épisode 1 de la saison 7 pour en profiter pour inviter un essayiste. Alors, vous voici. Écoute, je suis presque un essayiste. Là. Ouais. Parlez-nous de vous parce que vous êtes prof. Vous êtes prof? Oui, d'abord, j'enseigne la philo au cégep de Drummondville depuis 22 ans. Oui. J'ai été impliqué dans le milieu communautaire. Je suis bénévole à la bibliothèque de Richemont le samedi. C'est ça. C'est d'abord ça. Mais puis... là, arrive ce livre, Le legs d'un philosophe amateur. Essai sur François Hertel. Ouais. Le déclencheur, c'est pas votre thèse de doctorat, ça? Non. J'ai tout fait pour éviter d'écrire une thèse de doctorat. J'en lis des thèses de doctorat. Ouais. Je suis content que ça existe, Ouais. la recherche universitaire, mais c'est pas ça qui me parle profondément. Ouais. Moi, ce qui m'inspire, ce sont les essayistes. C'est ça qui m'a redonné le goût, qui m'a donné le plus le goût d'écrire, je dirais. Ouais. Puis le vrai déclencheur, en fait, c'est une absence. C'est tout mon parcours d'études en philo. Ouais. Donc, mettons, moi, j'ai la première génération qui a fait seulement 3 cours de philo au cégep plutôt que 4. Oui. Donc, mes 3 cours de philo au cégep, mon bac complètement en philo et ma maîtrise en philo. Et jamais, pas une fois, j'entends parler de philosophes québécois. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. C'est vrai, ça. Écoute, Charles Taylor, là, peut-être, mais tu sais, sur le coup, ça sonne plus international. Je dis pas que c'est... Non. Il est profondément québécois, là, mais... Oui. Mais il n'y a pas de Gilles Gosselin, François Lalancette. On n'entend jamais parler. Puis là, je dis des noms fictifs, là, on va y revenir, mais vous avez raison, effectivement. Puis tu sais, je me dis, écoute, bon, la première... on pourrait dire aujourd'hui la même chose des femmes philosophes. Oui. Tu sais, mon parcours est extrêmement masculin, là. Oui. Puis j'oserais même dire que finalement, je me rends compte, avec le recul, qu'il n'y a pas grande tradition disciplinaire plus comment je dirais, conservatrice que la tradition philosophique. Ouais. C'est extrêmement conservateur. C'est intéressant, ça. Alors que c'est supposé être la mère de toutes les sciences. L'ouverture d'esprit, l'esprit critique, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on peut dire. La chouette de Minerve. Ah oui, tu sais. Mais... Puis, tu sais, là, je me dis sur le coup, OK, il n'y en a pas, ça se peut pas qu'il n'y en ait pas eu, tu sais. Ouais. Puis, je me dis, il me semble que dans toutes les disciplines au Québec, on a répondu à l'ordre du rame, tu sais, un peuple sans histoire, sans littérature, de la poésie à la sociologie, en passant par la littérature, le théâtre. On l'a confondu. Ben oui. Mais en philo. Mais pas en philo, non. Ah, c'est intéressant. Mais là, ce qui est drôle, c'est que, bon, moi, je vous avoue, quand j'ai vu passer votre essai, parce que c'est un essai sur François Hertel, c'est un nom qui me disait quelque chose, que je situais dans les collèges classiques, ou en tout cas, cette époque-là, pré-Révolution tranquille. En fait, je me rappelle d'en avoir entendu parler par d'autres figures importantes, des politiciens, des sociologues. Et c'est ce qui m'a intéressé. Et là, le titre le dit, c'est Legs d'un philosophe amateur. C'est que là, on se rend compte que c'est un personnage assez fascinant. On va en parler au niveau personnel, au niveau de son enseignement et de son legs. Mais votre rencontre avec François Hertel, elle se passe comment? Parce qu'évidemment, ça fait 22 ans que vous enseignez, mais vous ne l'avez pas connu personnellement comme prof. Vous n'êtes pas de cette génération-là. Non, il est décédé en 85, François Hertel. Oui. Moi, je suis né en 77. Alors, ma rencontre avec François Hertel, là, j'essaie de fouiller dans mes papiers. Là, elle daterait de 2008, si mon journal personnel est exact. Là, du 29 octobre 2008, pour être plus précis. Puis, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà enseignant au cégep de Drummondville. Ouais. On a une bonne bibliothèque au cégep, et puis je gère dans la bibliothèque comme j'aime faire. Et je tombe sur quelques livres intéressants de Yvan Lamonde, Historiographie de la philosophie au Québec. Un autre livre que je vais lire avidement, c'est celui de Roland Hood, Histoire et philosophie au Québec. OK. Dans lequel il lance comme ça, sans le justifier, sans argument, sans exemple non plus concret, que François Hertel a eu dans notre histoire philosophique une influence déterminante. Là, je dis, oh, ouais.
Oui, comment ça? Mais encore. Puis, antérieurement à ça, je dois vous dire que quand j'étais dans la fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, il y avait, je me souviens qu'il y avait une pile de revues à donner dans lequel il y avait un livre blanc avec un homme moustachu en noir et blanc sur le dessus du livre qui m'avait interpellé. C'était écrit « Autour de Jacques Lavigne, philosophe ». Ouais. J'étais là, wow. Jacques Lavigne, ça sonnait québécois. Ouais. On disait que c'était un philosophe. Alors, j'ai lu ça avidement. C'était le mémoire de maîtrise de Jacques Baudry, qui est un essayiste. Ouais. Et là, je découvrais la vie intellectuelle des années 35 au Québec. Je dépassais ce que j'appelle le mur de lumière de la Révolution tranquille qui empêche de voir ce qui vient avant. Il y a eu des choses avant. Il y a eu des choses avant, puis Mathieu Bellil le dit très bien. Il dit il n'y a pas grand-chose de grand au Québec. Il y a juste une chose qui est grande au Québec, c'est la grande noirceur, qu'on écrit souvent avec des majuscules. Ouais. Et j'ai l'impression que la Révolution tranquille fait qu'on est en train de se réapproprier peu à peu. Il y a plein d'essayistes, il y a plein d'historiens qui redécouvrent, on fait des biographies, des sociologues aussi revisitent. Puis c'est dans cet esprit-là que peu à peu, mais pas en chercheur universitaire, j'ai fouillé, grappillé, vraiment en amateur. Là. En lecteur. Oui, pour essayer d'en trouver des philosophes québécois. Dominique Fontaine-Lanier, qu'est-ce que c'est... Parce que moi, c'est drôle. Puis là, on va développer sur François Hertel, mais François Hertel est un peu absent de la mémoire collective en tant qu'écrivain, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a réfléchi. Vous parlez d'un philosophe amateur, ça fait partie aussi de sa démarche philosophique. Mais le fait que les philosophes sont peu présents, puis il y en a eu... Est-ce que ça a un rapport à notre rapport aux intellectuels au Québec aussi, ou à la vie intellectuelle qui a longtemps été quelque chose d'un luxe ou d'une occupation un peu ridicule? Parce qu'on se disait, et le récit national nous disait, fils d'agriculteur, fille d'agriculteur. Bon, on touche pas à ces affaires-là. Est-ce que ça parle encore de ce rapport-là, notre espèce de myopie par rapport aux philosophes québécois? Ça, je suis pas... je sais pas. Je sais pas. Je me dis, ben ça, c'est la réponse peut-être plus classique qu'on a l'habitude de se donner. Mais tu sais, on est petit en nombre. Ouais. Alors, les institutions sont... Tu sais, il n'y avait pas de faculté de philosophie à l'Université de Montréal avant les années 20, 1920. Fait que même... en fait, c'est de la théologie. La philosophie était... Oui, essentiellement, c'était au service de la théologie complètement, dans l'esprit clérical intense qui s'est développé à partir de 1875 à peu près jusqu'à 1960. Mais, tu sais, ça prend... pour intéresser les gens à la philo, à la réflexion plus abstraite, qui tente des généralisations quand même basées sur des arguments serrés, ça prend du monde, ça prend un bassin. J'ai l'impression qu'on est en train de l'avoir, là. Là, il y a plein de jeunes philosophes dynamiques qui s'affichent comme tels. Des intellectuels. On est moins... je pense qu'on est moins honteux de ça. On aime ça, en fait. Il y a des émissions comme la vôtre. Il y a des... L'émission comme la vôtre, la mienne, je le fais grand parce que le podcast existe puis que je suis indépendant. Là. Je veux dire, on parle pas de philo ben dans nos télés publiques et nos radios publiques quand même. Il y a Jean-Philippe Plot qui peut le faire à Radio-Canada. Il y a des bonnes revues. Ça, c'est vrai. Il y a vraiment des bonnes revues au Québec maintenant. Depuis longtemps d'ailleurs. Mais je sais pas. Kundera disait que pour amener une foule de monde à un concert en Tchécoslovaquie, à un concert de classiques contemporains que jouait son père, il faut avoir développé le snobisme, comme il disait. Il faut que le snobisme soit développé assez... C'est pas d'imitation, ça. Mais, je l'ai, mon extrait, là, pour les réseaux sociaux. Non. Mais c'est ça, j'écoutais un extrait de Bouillon de culture où il disait que c'est ça, pour qu'il y ait vraiment du monde qui puisse l'apprécier, les quelques personnes qui puissent l'apprécier, ben, il faut développer tout un
une masse de monde qui font à semblant d'aimer ça, parce que c'est bien vu. Et qui s'entraînent les autres qui vont peut-être vraiment s'y intéresser. C'est ça, exact. De façon. Là, je pense qu'on est en train de l'avoir ici. OK, bon. Le snobisme se porte bien. Et votre essai va y participer. Bon, il faut parler de François Hertel, qui est un pseudonyme, en fait. Son nom à la naissance. Mais son nom à la naissance. Son nom. Véritable. C'est Rodolphe Dubé. Exact. Né en 1905 à Rivière-Ouelle, dans le bas du fleuve. Décédé en 1985, vous l'avez dit tantôt. Poète, essayiste, philosophe, éducateur. Pourquoi il est important, selon vous? Et pourquoi il faut en parler, peut-être, réanimer sa mémoire? Parce qu'il a un peu disparu. Même ses livres, vous le dites dans l'essai, sont difficiles à trouver aujourd'hui. C'est difficile à compter, là, mais j'arrive à 42. Okay. 42 livres qu'il aurait écrits. C'est sûr qu'il y a un par année? Oui, de sa vie ça ressemble à ça. Il y a un livre qui n'est pas publié au grand public, c'est à l'intérieur des collèges classiques, sur l'enseignement des belles lettres. Mais c'est à peu près 42 livres, beaucoup d'articles. Alors, pourquoi il est important? D'abord, c'est parce qu'on voit qu'il a marqué des gens qu'on connaît comme importants. Oui. Puis des gens qui sont de tout parti. C'est un peu, je veux pas en faire le Socrate québécois, là, même si j'essaie un peu dans une petite partie, je fais la comparaison quand même. Mais Socrate a influencé beaucoup de monde qui sont partis dans des directions très différentes. C'est très différent, le stoïcisme de l'école de Mégare, tout ça, puis pourtant, ça vient de Socrate. Tu te dis, mon Dieu, sa pensée devait être assez complexe pour qu'on puisse partir à partir d'elle dans plein de directions. C'est un peu ce qui est arrivé avec Hertel, parce que Pierre-Éliott Trudeau a reconnu sa dette à l'égard d'Hertel, mais des gens comme Jacques Ferron ont adoré Hertel aussi, ou des gens donc à la fois de gauche, de droite, nationalistes, fédéralistes, ont aimé Hertel. Tu te dis, OK, il a été apprécié par des gens très différents. Comment ça se peut, premièrement? C'est un paradoxe intéressant, c'est un personnage fascinant parce que moi, je découvre un esprit libre, vieux terme, là. Surtout de ses livres je dirais, de 40 à 49. Cette période-là est effervescente chez Hertel. Il y a des livres décevants chez lui, ça, c'est clair. Oui, mais c'est ça c'est fascinant parce que vous l'écrivez. Des fois, il y a beaucoup de répétitions. Les livres sont pas toujours plaisants à lire. C'est quand même drôle qu'un essayiste dise ça de son sujet, mais ça fait partie de sa démarche aussi. On peut essayer de le taire en disant, on va juste dire que c'est un grand écrivain puis un grand penseur. Puis j'oserais même dire que c'est un peu peut-être ce qu'a essayé de faire Laurent-Michel Vacher. Dans son livre... Qui est Laurent-Michel Vacher? Alors, c'est un prof de philo, lui aussi, québécois, qui est décédé, mais qui a écrit plusieurs essais. Et il y en a un qui porte en 95 sur François Hertel. Découvrons la philosophie avec François Hertel chez Libert. C'est un livre, naturellement, que j'ai lu. Moi, que j'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'il essayait de cacher les bondieuseries. Il essayait de cacher les passages où Hertel cabotine un peu, tout croche, broche à foin. Oui, il y a de ça chez Hertel aussi. On peut essayer de le cacher pour montrer que c'est un penseur sérieux, digne de mention, solide. Mais tu sais, c'était un penseur réticent aux arguments, ce qui est déjà paradoxal. Tout à fait. Et dans la fascination que j'ai pour lui, il y a beaucoup le fait que c'est un personnage paradoxal. Je disais, c'est un libre penseur, mais il était jésuite. Oui. Qu'est-ce que ça implique d'être jésuite à cette époque-là? Là, on est dans les années 30. Ouais. Vous dites obligé d'adhérer à la pensée thomiste? La philosophie doit être au service vraiment de la théologie. Oui. Et les philosophies, comme l'épicurisme, peut être enseigné pour montrer que c'est une erreur. Ouais. Essentiellement, c'est ça, là. C'est clair que c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de jésuites qui étaient très ouverts d'esprit. Il y a plein de discours qui fusent, qui disent « Oui, mais les jésuites sont des érudits, des intellectuels. Ils connaissaient plein de choses. Puis il y a même des jésuites qui, sous mot couvert, disent qui étaient eux-mêmes des grands douteurs. Tu sais. Moi, j'aime beaucoup la phrase paradoxale d'Hertel. Ma blonde l'aime moins, mais quand Hertel dit... Ma blonde n'est pas là, allez-y. Là. OK. J'ai toujours été un douteur. D'autre part, je suis très naïf. Curieux contraste. Incrédule, je croyais croire. J'ai toujours cru croire à beaucoup de choses auxquelles je n'ai jamais cru. C'est quand il avoue, la veille de son ordination, qu'il est plus sûr de croire, tu sais, et qu'il se fait répondre il est trop tard. C'est beau de vous sentir indigne, vous êtes un être privilégié. Fait que là, c'est comme, vas-y,
C'est parfait si tu te sens indigne. Mais est-ce que c'est... Là, il faut remettre ça dans son contexte. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, là, le Québec de ces années-là, pour quelqu'un qui a envie d'être d'être un intellectuel, de vivre dans le monde des idées. Le passage religieux est presque obligatoire encore à cette époque-là, si on veut vivre dans le monde des idées. J'ai l'impression que c'est un incontournable au Québec. Oui, c'est ça. C'est un incontournable au Québec. Dans les années 30. Dans les années 30, certainement. C'était peut-être moins vrai, quoiqu'encore, au 19e siècle. Mais surtout avant les années 1860. Mais avant que les pires religieux français viennent s'installer ici. Ben, Monseigneur Bourget en particulier. Ouais. Et à sa suite, Brochézy, tout ça, qui ont été des pourfendeurs de la liberté de penser, comme ça se peut pas, tu sais, qui ont fait fermer l'Institut de Montréal. Je sais pas, vous venez de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça vous dit quelque chose, des sols? Ben oui. Le parc des Sols? Oui, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, il y a Casimir Dessols qui a été maire, mais son frère aîné, Louis-Antoine Dessols. Vous dites Dessols, hein, non pas Dessols. Dessols, okay. Lui, c'est un philosophe du 19e siècle, complètement oublié, qui a écrit juste pendant la guerre civile américaine. Il a écrit plus de 580 pages d'articles sur cette guerre-là. Il a écrit des lettres et des lettres à n'en plus finir, publiées dans des revues, des journaux ou non publiées. Je viens de finir la biographie qu'Yvan Lamonde a écrit sur Louis-Antoine Dessols. C'est un esprit libre, un vrai philosophe qui a été complètement écrasé par le clergé et par Bourget en particulier. La police. Donc, le passage chez les... Est-ce que... Bon, là, je lance des questions parce que ça m'intéresse, puis vous êtes là. Est-ce que, s'il avait été dominicain, parce que les dominicains aussi, il y avait une approche du savoir qui était extrêmement mise de l'avant. Est-ce que ce côté esprit libre aurait mieux... Parce qu'il a fini par quitter les Jésuites, François Hertel. Est-ce que s'il avait été dominicain... Je sais pas. Je sais que lorsqu'il est sorti... En 49? Ben non, officiellement, à l'automne 42 déjà. Il vient d'être ordonné prêtre en 38, là. Mais il est dans le processus de sa formation depuis les années 20. C'est une longue formation. Donc, en 42, l'automne 42, il écrit à l'archevêque de Montréal, Charbonneau. Monseigneur Charbonneau. Qui est quand même progressiste. Qui est très progressiste et qui va en payer le prix lui aussi, en 50. Il écrit à Charbonneau que on veut plus de lui dans l'ordre, au fond, et il demande de sortir de l'ordre et d'obtenir ce que Monseigneur Charbonneau va lui donner, une charge de prêtre du diocèse de Montréal, qui va lui permettre de continuer à être enseignant chez les Sulpiciens, à Grasset. Je ne sais pas comment ça s'est passé là. Je crois que les pressions sont revenues. On le trouve trop libre, trop de liberté. Il rit trop fort dans ses classes. Oui, on s'amuse dans ses cours, puis ça dérange. Oui. La désinvolture de l'enseignant, c'est vraiment... Ça choque plus que les propos eux-mêmes. Oui, je dirais ça. C'est fou, ça. Il n'y a pas grand-chose d'antichrétien chez Hertel, là. C'est profondément... Si on le regarde sur le plan des valeurs, des principes, c'est un bon chrétien, François Hertel, là. Mais il y a trop de plaisir. Il est dans... il veut... Comment on dit? Le plaisir de penser, le plaisir de se remettre en question, on dit que c'est un plaisir, c'est une façon de parler. La remise en question, ça ébranle la confiance, ça ébranle les institutions, les dogmes, ce en quoi on croit, on s'attache pour diriger nos vies. Pour se remettre vraiment en question, il faut avoir confiance en soi. Tout à fait. Puis moi, ça m'arrive pas souvent de changer d'idée. Mais quand ça m'arrive, wow. Je me dis, hey, OK, je suis pas encore un dinosaure, mais ça me guette, tu sais. Ah, tout à fait. Puis Hertel, j'ai l'impression que la pédagogie, j'en parle pas beaucoup dans mon livre, c'est un autre aspect, il faudrait écrire un autre livre, là, je le lance aux gens là, qui veulent le faire, là. Mais il a écrit une conférence qui a donné une dizaine de fois à ce qu'il dit, dont à la Sorbonne, à Paris, une conférence qui s'appelle « Introduction à une mystique de la blague ». Intéressant. Et c'est à partir de ça, on peut déduire chez Hertel une pédagogie du rire pour amener à la philosophie. La philosophie qui est pour lui essentiellement
de rester dans le doute, d'oser se remettre en question, remettre en question ce qu'on croit savoir. Ouais. Il va dire, par exemple, une très belle phrase que j'aime de lui qui dit, je ne l'ai pas ici, mais je veux je veux la citer. Les hommes fixés sont des morts. Non, attends, je vais la recommencer plus tôt. La vie est souple, elle évolue sans cesse. Les hommes fixés sont des morts qu'on a oubliés d'ensevelir. Rester souple comme la vie, c'est pas si évident que ça. C'est pas tant un plaisir facile, le plaisir de la pensée. On peut y accéder. Ouais. Il faut bâtir la confiance qui permet de supporter la remise en doute. Puis ça, c'est une chose dont on parle pas nécessairement beaucoup en philosophie. C'est vrai. Mais à l'heure actuelle, où on parle énormément d'anxiété. Éco-anxiété, anxiété en général. Bon, on a même parlé avant que je pèse sur record. Absolument. Puis de ma part. J'entends, je le vois tous les jours. J'en entends avec parler à tous les jours. Vos élèves, vos étudiants. Oui. Les étudiantes. Puis c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Ouais. Même en philo. Et je pense qu'Hertel répond bien à ça. Ah ouais. Il répond bien à ça. Il a fondé une espèce de club philosophique quand il est sorti des Jésuites en 1942. C'est ça, son espèce d'université... Libre. C'est ça, hein? Ouais. Est-ce que ça a mieux fini que Michel Onfray? Ça n'a pas mieux fini que Michel Onfray. Ça a duré moins longtemps que Michel Onfray. Son biographe, Jean Tétrault, dit qu'à la fin de 1946 déjà, Hertel, on n'acceptait même plus de lui louer une salle. Ah, ouais. Pour qu'il prenne la parole. C'est fou. Donc, il sort des Jésuites, continue à enseigner chez les Sulpiciens jusqu'en 1945 à peu près. Ouais. Après ça, il fonde son université libre, il recopie une encyclopédie pour essayer de gagner sa vie, parce que là, sa vie commence à être moins assurée. Il sort peu à peu, il rentre dans le processus de sécularisation. Et en 1947, il s'en va faire le tour du monde en bateau, jamais en avion. Il dit qu'il parle à ce moment-là 8 langues. Attends, là vous dites, il dit, donc c'est pas... Ben, c'est toujours, avec Hertel... Faut faire attention. Faut faire attention. Son personnage, ses livres sont très autofictifs. Ouais. C'est probablement un des premiers au Québec à écrire dans l'autofiction. Toute son œuvre est autofictive. Ouais. C'est fascinant. Et même ailleurs, dans le monde littéraire de l'époque, est-ce que l'autofiction est déjà un courant qui existe? C'est pas commun. Évidemment, il y a des romans qui peuvent ressembler à de l'autofiction, des fois. Mais aussi près de la biographie que ça, non. Okay. Je pense pas. Je suis pas un spécialiste de la question, mais j'oserais dire qu'il... Dans ce temps-là, ça s'appelle pas l'autofiction, ça s'appelle de l'égotisme. C'est le mot qu'on utilise à ce moment-là pour qualifier son type d'écriture. Ouais. C'est un peu péjoratif. Tout à fait. Égotisme. Tout à fait. Et donc, Hertel sort peu à peu. En 1947, il est partout dans le monde. Il revient en 1948 parce que sa mère est très malade. Elle va mourir cette année-là. Il s'en occupe. Et après ça, il n'y a comme plus d'attache ici. Donc, l'exil... Et personne veut de lui là, dans les institutions d'enseignement. Il a essayé, durant cette période-là, entre 45 et 48, il a essayé d'entrer comme professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Ouais. Ça n'a pas été possible. On n'a pas voulu de lui là. Donc, en 1949, c'est l'exil vers la France. Oui. Donc, est-ce qu'il y a déjà des liens là-bas ou c'est vraiment une espèce de retour vers la mère patrie culturelle parce que la France avait cet attrait-là pour... Ouais. Il y est déjà allé, il est certainement allé en 1947, mais je ne sais pas à quel point il avait déjà planifié son exil là-bas. Il va s'établir à Paris, un petit appartement de la rue Blanche où il va s'occuper d'une revue, Rythme et Couleurs. Il va fonder une maison d'édition pour s'auto-éditer et quelques plumes qui, au fond, ça va l'occuper comme ce qu'il aime faire dans la vie, lire et écrire. Et il va louer une maison, une assez grande maison à côté de la cathédrale à Vézelay. Donc là, il dit qu'il vit sa vie de châtelain occasionnel. C'est la grande maison pour recevoir des amis. Il va recevoir beaucoup de monde là. Il va... Passionné d'art visuel aussi? Oui. Alors, c'est un des premiers à encourager l'art abstrait au Québec. Il va avoir toute une correspondance avec Bordua. Assez bizarrement, elle ne se retrouve pas dans la publication de Bordua publiée. Ah ouais. Il y a des choses comme ça. Ah, c'est intéressant. Il y a des choses comme ça. C'est intéressant. Ça n'a pas fait la cote, comme on dit dans le milieu. On dirait que non. Pourtant, il y a des lettres passionnantes. Moi, j'en ai lu. Et puis, mais c'est ça. Donc,
fascinant. Là, on se perd, on nage avec Hertel d'ailleurs. C'est très cohérent avec Hertel, ce qu'on est en train de faire là, partir en toute direction. Mais il s'en va en France. Évidemment, il va revenir au Québec quelquefois. Il va être professeur d'université à Kingston durant l'année 68 ou 69 pour remplacer Gérard Bessette qui a écrit Le Libraire. Il va être invité quelquefois à faire des conférences ici chez des amis. Il vient assez fréquemment au Québec. Mais il habite en France. Ouais. Et il va mourir là-bas. Non. Ah non? Non, il commence à aller très mal au début des années 80. Ouais. Il décline. C'est pas sûr qu'il mange à sa faim. Il se retrouve, à un moment donné, on le retrouve à un hôpital de Paris sous le nom de François Dubé. Ah! Il en a perdu son nom. C'est plus François Hertel, c'est plus Rodolphe Dubé, c'est François Dubé à un moment donné à l'hôpital de Paris. Il refuse l'infirmière que la ville lui a envoyée pour s'assurer qu'il mangeait. Là, il en perd de plus en plus, là, entre 80 et 85. Et vers la fin, on dit, ça se peut pas. On peut pas le laisser mourir tout seul dans son petit appartement. Il faut aller le chercher. Donc, on se décide à aller le chercher au printemps 85. Et il va mourir à l'automne, le 4 octobre 85. Donc, il y a quand même... À Montréal. Bon, mais il a passé... bonne partie la moitié, de sa vie en France. Voilà. On va aller écouter un petit extrait juste pour que les gens puissent mettre une voix sur ce personnage-là. Puis après ça, on va peut-être plus développer sur son enseignement et sa posture philosophique. Et en même temps, j'ai beaucoup de joie à m'entourer de choses qui me paraissent jolies. Je n'ai plus de toile de grand maître, c'est-à-dire de grande signature, sauf le Pellan dont je vous parle, parce que j'ai compris un jour qu'il était plus important de vendre ces choses pour aider des jeunes. Ça a toujours été ma marotte, d'aider des gens plus jeunes que moi. Personne ne m'a aidé quand j'étais jeune. Et alors, beaucoup de jeunes peintres, dont j'ai quelques éléments, quelques pièces ici, encombrent également mon appartement de Paris, qui est couvert jusqu'au plafond, pratiquement. Alors, c'est faire d'une pierre deux coups. J'aime la peinture, et puis en même temps, j'aime aider les gens dans la mesure de mes moyens. C'est intéressant, ça. Oui. Moi, j'aime Hertel. Oui, j'espère. Hertel, c'est celui qui dit il n'y a rien qui me fatigue le plus que d'entendre dire à longueur d'année que les jeunes ne valent plus ce que nous, on était avant. C'est pas un nostalgique. On est encore là-dedans aujourd'hui. Tu sais, j'écoutais des propositions, je pense, des jeunes caquistes pour ramener la discipline dans les écoles parce que les jeunes, il faut s'en méfier, puis les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise. Puis là, le PQ veut ramener la culture de force dans ce discours-là, il est éternel. Oui, moi, ça m'avait fasciné lorsque je lisais les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, de tomber sur une phrase où il disait « Mon grand-père est bien désespéré que les jeunes ne vous voient plus leurs parents. » J'ai dit « Quoi? » Ouais. C'est pas, tu sais, on entend nos parents, nous, vous voyez leurs parents. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai dit quoi? C'est un remake, là? C'est le jour de la marmotte? C'est quoi cette affaire-là? Et ça se passait déjà chez les Grecs dans l'Antiquité. L'histoire se répète. On pense que tout était mieux avant. Hertel, c'est celui qui dit, voyons, dans notre jeunesse, il y avait des cons, on a oublié les imbéciles qu'on côtoyait quand on était jeune. Faut arrêter de penser que c'était mieux avant puis que les jeunes valent pas ce que nous, on valait quand on était jeunes, tu sais. Ça, il a gardé ça toute sa vie. Parce que cette entrevue-là, elle date, je pense... 72. Oui, c'est ça. Bon, ça veut dire qu'il y a 67 ans à ce moment-là. Ouais. Cela dit, il y a une période, vous le dites dans votre livre, où elle est un petit peu plus en réaction sur certaines choses. Elle n'aimait pas beaucoup le joual, des belles-sœurs, de toute cette effervescence-là. Il n'a pas compris ça. Les cégeps non plus, ça le faisait pas... C'est le paradoxe, encore une fois, qui va revenir plusieurs fois. Il y a pas, à mon sens, Hertel, c'est la quintessence du prof de cégep. C'est l'archétype du prof de cégep. C'est quelqu'un dans la culture générale qui n'arrête pas de revenir à la culture générale. Il s'opposait à la création des cégeps. C'est comme... OK. C'est une personne complexe. C'est des paradoxes. On dit ça aujourd'hui. Oui. On peut l'excuser comme ça. Oui. Bon, dans son... Bon, vous le dites, là, il y a cette injonction de demeurer un amateur. Il disait ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche d'Hertel et sur le plan des idées philosophiques? Oui. Au départ, quand j'ai commencé à parler de philosophe amateur, je me disais quand même,
il y a un problème là parce que... Il y a un piège. Il y a un piège, puis il y a un piège, oui. On pourrait le discréditer à partir de ça. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qu'on c'est pas empêché de faire, évidemment. Oui. Mais il y a aussi une autre difficulté qui m'apparaissait, peut-être juste à moi, là, je ne sais pas si... Mais c'est que philosophe veut déjà dire amateur. Philosophe, étymologiquement, veut dire amateur de sagesse. Ah ouais. T'sais, philos, amitié, amour, amateur de quelque chose. Ah ouais. Donc, cinéphile, c'est aimer le cinéma, comme un amateur qui aime ça, là, au sens latin. Oui. Et non pas au sens non professionnel. Ça, c'est le sens plus français, oui, d'après ce que dit Hertel, qui s'est développé par la suite, l'idée de ne pas se croire un expert rapidement sur un sujet. Mais donc, philosophe amateur, je me disais, c'est un pléonasme. Mais il y a des pléonasmes. Un moment donné, j'ai fini par l'assumer. Je me suis dit, il y a des pléonasmes qui peuvent être utiles s'ils soulignent une idée qui est négligée, ce qui est le cas ici. Tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de philosophe, on a en tête des philosophes de profession. Oui. On a en tête des profs d'université, essentiellement, depuis assez longtemps, depuis au moins Kant, au 18e siècle, Emmanuel Kant. Tout l'idéalisme allemand, c'est presque tous des profs d'université. Et ensuite, en France, partout en Occident. Donc, le philosophe, c'est un expert du doute, quoi. C'est un expert de la remise en question, c'est un expert de l'incertitude. C'est assez paradoxal. Ça nous a fait quitter... Je pense, ça nous a fait... Alors, moi, je ne suis pas contre les profs d'université en philo. On en a absolument besoin, évidemment. Ce sont des grands spécialistes, souvent, de l'histoire des idées. Et puis, je suis un lecteur de ces gens-là, tout à fait. Mais je trouve quand même que ça nous a fait perdre de vue... comment je pourrais dire ça? Que la philosophie, à la base... C'est un mode de vie. C'est quelque chose de très grandé. C'est existentiel. C'est un art de vivre chez les Grecs. Et de le cantonner à l'université, on enlève une dimension fondamentale. Tout à fait. Et c'est pour ça que les femmes sont moins présentes. Puisque, historiquement, si on ne donne le crédit qu'à des profs d'université, si une société, pendant des siècles, exclut les femmes des universités, évidemment, ils ne se retrouveront pas. Tout à fait. Dans le panthéon des philosophes. Tout à fait. Je me suis rendu compte à un moment donné que ma question, pourquoi on ne m'a jamais enseigné de philosophe québécois, était une question tout à fait analogue à mais pourquoi on ne m'a jamais enseigné de femmes philosophes? C'est ça. Pourquoi on les a exclus? Et peut-être que la réponse est semblable. Là. Je n'ai pas exploré la question à fond. Mais c'est clair que pour moi, l'expert, l'universitaire philosophe, met de côté, en fait, dans les livres qu'on lit de ces universitaires-là, souvent, on ne retrouve pas quelque chose qui est pourtant fondamental en philo, à mon sens, qui est l'ambiance, on parlait d'anxiété tantôt, mais l'ambiance d'incertitude qui est loin d'être confortable, qui vient avec des questions de fond, des questions existentielles, sur le sens de la vie notamment. Ça nous fait perdre de vue ce qu'un essayiste comme Georges Bataille disait, appelait la nuit du non-savoir. Tu sais, dans la réflexion existentielle et philosophique, on panique, là. Je vais vous dire qu'on panique pas beaucoup dans les traités universitaires. Tout est contrôlé. Le doute du philosophe universitaire, c'est un doute chirurgical, c'est un doute. On est avec un professionnel, là. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Comme le chirurgien expert sait ce qu'il coupe. Le philosophe universitaire sait ce dont il doute. Il n'y a pas d'incertitude chez les universitaires. Avouez. Chez Hertel, parce qu'on a une fougue hétéroclite, on a un style, des fois même, j'oserais dire, broche à foin, qui n'arrive pas à nous rassurer par des arguments, toujours par des arguments solides, béton, et avec un système de pensée qui se tient. Et parce qu'il aussi ouvre vers la poésie, à tout bout de champ, ou vers l'aphorisme, là, on a, parce que finalement, c'est profondément un essayiste, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche, à mon sens, d'une réflexion existentielle telle qu'elle se vit réellement. Puis, sans rien enlever aux experts universitaires en philosophie, moi, c'est ce qui m'a passionné chez Hertel, c'est de retrouver cette fougue-là qui nous rassure pas toujours,
mais qui nous guide un peu là-dedans. Qui nous garde en mouvement. Oui, aussi. Il y a plein de phrases percutantes chez lui, là. Je vais vous en sortir une comme ça qui me vient à brûle-pourpoint. Il y a une phrase qui a de l'air de rien, là, mais qui dit une vie variée doit bien comporter un événement tous les 6 mois. C'est une phrase qui a de l'air de rien, mais j'ai pendant une dizaine d'années, cette phrase-là m'est revenue. C'est coudonc, qu'est-ce qu'on attend de la vie? Un événement tous les jours? C'est quoi qu'on attend? Et là, tu as cette phrase-là qui te fait réfléchir, qui te dit, c'est quoi une vie variée? Ou alors, on pourrait, par analogie, dire, c'est quoi une vie réussie? On veut-tu, gagner tout à chaque jour? C'est quoi qu'on attend de la vie? Bref. Dominique, vous avez ouvert une porte sur la poésie parce que vous en parlez dans votre essai. Pour Hertel, la poésie et la philosophie, c'est presque indissociable. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est tout à fait indissociable à ses yeux. Il y a de la réflexion. Moi, j'inclurais même plus large. On lit des romans qui nous font réfléchir. Tout à fait. Bon. Mais c'est un peu ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire que la réflexion ne se cantonne pas à un traité argumentatif, conceptuel et abstrait. Un poème peut nous faire réfléchir. Une pièce de théâtre va nous faire réfléchir. En fait, la philo est partout. La philo est partout. Ouais. Puis quand on dit que, tu sais, la fameuse phrase qui dit « tout le monde est un peu philosophe », là, puis qu'on s'empresse de nier, de dire « non, c'est pas vrai ». Ben oui, c'est un peu vrai. Sais-tu quoi? Chaque être humain est conscient, dans la mesure où il est conscient qu'il va mourir, et se pose de graves questions sur qu'est-ce qu'il fait là, comment il va comment il va sortir de l'insatisfaction chronique. Et ça, si c'est pas de la philo, là, moi, je m'en vais, là. Vous le dites dans votre essai, Dominique Fontaine-Lanier, Hertel a été un auteur prolifique, mais malgré tout, il n'est pas présent dans la conscience collective, il n'est pas réédité. Si on trouve des livres de lui, c'est parce que on a trouvé des copies usagées dans des brocantes ou c'est quand même... Comment on l'explique? C'est assez mystérieux. Comment ça se fait qu'on parle plus... Là, on veut pas le glorifier à l'inverse. Là. Puis vous le dites dans votre livre, il y a des failles, il y a des le style des fois, mais il reste presque rien aujourd'hui de son œuvre. Oui, c'est... Et il est moderne, là. Ben, comme je vous dis, moi, il y a des livres, tu sais. Il y a des livres entre 40 et 49. Il y a quelques livres après, là, Journal philosophique et littéraire. Il y a des livres qui vaudraient la peine, tu sais. Moi, s'il y en a un que je rééditerais, c'est celui-là de 47, Journal d'Anatole Laplante. C'est l'effervescence pure d'Hertel. C'est du Hertel à son meilleur. Mais pourquoi il n'en reste rien aujourd'hui? C'est mystérieux. Je ne prétends pas expliquer ça. Pourquoi on ne parle plus d'Adélard Godbout aujourd'hui? C'est à cause de la conscription, je pense. C'est la stigmate de sa position. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de moderne qui a créé Hydro-Québec. Ben oui. Qui a donné le droit de vote aux femmes. Qui a rendu l'instruction obligatoire. Qui a fait des grands progrès en agronomie. Oui, c'est un agronome. Alors qu'on était dans un pays sous-développé sur le plan... Mais vous avez raison. Moi, j'en reviens pas, tu sais, ce que j'apprends sur Adélard Godbout. C'est un libéral. Je pense que c'est la marque libérale qui a tout amené, qui a tout mis dans... Oui, mais c'était un libéral à l'époque avant Jean Lesage. Jean Lesage était dans son gouvernement. Avant que les libéraux soient autre chose qu'une cellule du Parti libéral fédéral. C'était avant la création de la fédération. On aurait voté libéral dans ce temps-là. Oui, probablement, tout à fait. Ben oui. Oui, tout à fait. Puis, alors, pourquoi on ne parle pas de ce qui vient avant la Révolution tranquille? Il y a eu un raz-de-marée, là. Oui. La Révolution tranquille, ça a été quelque chose qui a voulu balayer tout ce qui venait avant. Oui. Refus global, puis on passe à autre chose. Oui. Il y avait des raisons historiques pertinentes à ça. Il y a eu un abus de clergé quand même, du cléricalisme. Évidemment, quand on parle du cléricalisme, il faut faire plein de nuances. Guy Rocher les fait, ces nuances-là. Plein de penseurs les font. Pierre Neveu, Mathieu Bellé, plein de monde sont bien conscients qu'il y a plein de prêtres qui étaient... que la transition, en fait, la Révolution tranquille s'est faite grâce
à la religion aussi. Ouais. Mais on a balayé tout ce qui venait avant. Hertel est parti en 49. Alors, de la France, il va essayer de continuer à rester connecté au Québec, mais ça commence à... On n'est pas à l'époque des réseaux sociaux et d'Internet. Là, ça sonne un peu creux. Là. et à un moment donné, l'écart va se creuser, justement. Oui. Et là, ce qu'on entend d'Hertel en 70, là, on a entendu 72, ça avait du sens, mais à partir de 70, il y a des déclarations d'Hertel qui sont... C'est limite. Bon, ouais. C'est limite. Je les ai pas en extrait, moi, je peux pas les mettre. Bon, là, je veux qu'on parle de... Là, parce que moi, c'est toujours ça, là, c'est que si on parle trop d'un essai, les gens vont plus l'acheter parce qu'ils vont se dire, ils ont tout dit. Il y a une section vraiment intéressante dans votre essai qui en fait un essai au-delà du portrait de... Bon, c'est votre découverte d'Hertel, oui, et votre parcours philosophique, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de faire la philo? On va aller écouter un petit extrait parce que je ne sais pas quel âge vous êtes un petit peu plus jeune que moi, mais il y a des figures comme ça qui nous ont marqué dans l'enfance, puis ça, c'en est une qui est plus ou moins fréquentable aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même aller écouter un extrait. Vous dites toutes sortes de choses, mais on dirait jamais qu'il y a une profondeur dans ce que vous dites. C'est peut-être parce que vous en manquez. C'est parce que je ne la saisis pas. Le semblable est connu par le semblable. D'accord. Vous savez, on projette beaucoup de choses sur les autres. Mais vous dites que vous voulez vous rendre inutile, que vous essayez d'être un homme inutile. Je pense que lorsqu'on est utile, on sert à quelque chose. Quand on sert à quelque chose, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on n'occupe pas la première place. Donc, vous vivez dans un appartement à vous. J'ai un appartement à moi que j'appelle un pensorium et que les mauvaises langues appellent un bésodrome. Mais est-ce que vous allez lui proposer des condoms, monsieur Moreau? Je considère que tout individu qui cherche à se protéger confirme qu'il est menacé. Car une membrane en caoutchouc Monsieur Moreau, je m'excuse. n'empêchera jamais une mauvaise pensée de passer. Monsieur Moreau, je m'excuse. Là, ce que vous venez de dire, c'est très grave. Non, c'est quelque chose de joyeux. Car lorsque quelqu'un cherche toujours sa sécurité, il risque de la perdre. Monsieur Moreau, je m'excuse, mais c'est dangereux ce que vous dites. C'est à l'émission de Julie Schneider, à l'époque aussi du sida, et bon. Et il y avait même osé dire que le sida était une maladie mentale. Ah bon, voilà, c'est ça. Ouais. André Moreau, donc, reste que c'est cette figure-là qui était très médiatique à l'époque, qu'on entendait souvent, qui vous a un peu donné le goût d'aller en philosophie. Ça y est. Détail. Bon. Oui, je raconte ça. Alors, j'ai voulu donner à mon portrait d'Hertel, je ne sais pas si j'ai voulu faire un essai hertelien sur Hertel. Ouais. Hertel est tout en autofiction. Alors, j'ai dit, faut que j'aille de ce côté-là. Moi, j'aime ça. Au fond, non, mais c'est ça l'essai aussi. Ça le dit, c'est un essai. Mais j'ai voulu faire le livre, j'oserais dire, le genre littéraire que disait... Jean-Jacques Pelletier dans un de vos brouillons de culture où il dit j'ai peut-être inventé un nouveau genre littéraire dans mon livre à moi. Alors j'ai voulu faire dans mon livre à moi, c'est-à-dire finalement faire le livre qui me plairait de lire. Ouais. Je dis pas que j'arrive à me plaire. Non, mais je comprends. Je me suis tellement relu, je suis plus capable. Là. Mais moi j'aime ça quand il y a une partie plus personnelle chez les philosophes qui mêlent à travers un récit plus objectif, des parties plus qui les concernent, le contexte. Dans les films aussi, j'aime ça quand il y a le comment on appelle ça en cinéma, dont le story, pas le storytelling, mais quand un film comme par exemple La Nuit américaine de Truffaut. Ah oui, le film dans le film. Oui, le film dans le film. Le film sur le film. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Donc j'ai dit, je veux faire ça. C'est intéressant ça, ouais. Je veux faire ça. Et l'histoire avec effectivement André Moreau est réelle. Alors, c'est arrivé. Dominique Fontaine-Lanier, il faut quand même, pour les gens qui n'ont pas connu André Moreau, il faut comprendre qu'André Moreau, là, il pouvait retentir dans un talk show à 17h avec les Tannants. Puis c'était le contact avec la philo. Évidemment, il s'est mis à se croire lui-même, puis il a dit des conneries. Mais reste que c'était un ovni. Oui. Puis quand, moi, j'étais jeune, là, j'étais à la fin du primaire, c'est vrai que moi aussi, quand je voyais André Moreau, il allait se passer quelque chose, puis c'est un philosophe. Ça a-tu inspiré les apartistes? Je pense pas. Non. Je pense pas. Non, j'irais pas à ce point-là, mais... Il était pas tellement politisé. Non, mais il y avait de la réflexion. C'est un esprit libre.
Ah oui. Il y a un doctorat, lui, avec Paul Ricoeur. Hein? Ouais, mon Dieu. Un doctorat à la Sorbonne. Ah ouais. Son directeur, c'est Paul Ricoeur, qui n'avait pas lu sa thèse et qui, la veille de la soutenance, a dû s'excuser auprès des membres du jury. Alors, mais c'est un grand esprit, même s'il a pu dérailler ici et là. Moi, j'ai quelques livres d'André Moreau, je dois avouer. Et je trouve que c'est quand même phénoménal comme esprit. Mais je ne suis pas un disciple d'André Moreau. Sauf qu'il m'est arrivé une anecdote qui est réelle. Je suis dans une cantine de Farnham qui n'existe plus. Je pense qu'elle a brûlé, mais qui a été une grande institution à Farnham, d'où je viens, qui s'appelait Chez Roger. Ah! Et je suis là avec ma mère. On attend notre commande de cheeseburger, hot dog et frites. Et puis là, surgit un homme assez costaud. Hein? C'est une pièce d'homme. Oui, c'est ça, c'est une pièce d'homme, grand et costaud. Et là, dans une cantine, vous savez, les dames, à ce moment-là, ce sont des dames qui étaient derrière le comptoir et qui travaillent dans la chaleur d'une cantine. Oui. Et qui, tu sais, très rapidement notent le plus rapidement possible sur le petit calepin. Puis ils répètent en arrière. Oui. Mais là, il y a un arrêt. Là, le temps se suspend. Là, il se passe quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai assisté à ça en direct, j'étais juste à côté. Et à ce moment-là, tout le monde regarde l'homme, les yeux de tout le monde s'ouvrent grands, les sourires commencent à s'imprimer sur les visages. Il y a une révélation qui vient de se passer. Que se passe-t-il donc? Et là, ma mère me glisse à l'oreille que c'est André Moreau. Moi, ça me dit rien. Je l'ai sûrement vu à télé. À ce moment-là, on est en 85, j'ai 7 ans. Et puis, OK, mais elle me dit, mais c'est un grand philosophe. Puis c'est ça qui m'a marqué. Je ne sais pas c'est quoi un philosophe. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Par la suite, j'ai dû poser des questions. Il dit ce qu'il pense, il développe sa pensée, etc. Ça peut fasciner comme ça quand on dit notre pensée. Tu rentres dans une cantine, les gens sourient, sont heureux parce que tu dis des pensées. C'est quoi cette affaire-là? C'est incroyable. Il vient de m'arriver quelque chose. Évidemment, par la suite, c'est pas ce qui m'a poussé en philo, mais dans l'histoire que je me raconte, là, c'est une anecdote. Et dans cette partie-là plus personnelle, vous rappelez aussi que vous avez essayé d'enseigner Hertel 2 fois. Quelques fois. Ça n'a pas marché. J'ai pas encore trouvé le bon angle. Ça n'a pas eu de prise sur les étudiants et les étudiantes. Mais moi, je répondais au déficit de philosophes québécois. J'en avais trouvé un, j'avais trouvé des textes intéressants, j'avais rassemblé des aphorismes, des petits essais. Hertel, il écrit souvent des petits essais de 3-4 pages. J'en avais rassemblé 9 dans un recueil de textes que je faisais imprimer pour mes élèves. Et puis là, mais je répondais à ça, mais mes élèves ne sont pas en déficit de philosophes québécois. Dès leur premier cours de philo, leur prof leur parle d'un philosophe québécois. Donc pour eux, c'est juste un philosophe de plus à étudier, puis c'est pas OK, tu sais. Puis aujourd'hui, on n'est plus dans le déficit là. Non, tout à fait. Quand on regarde, tu sais, il y a tellement de bons livres philosophiques au Québec qui se sont imprimés. Moi, chez Nota Bene, entre autres. Oui, puis moi, je pense... Qui est votre maison d'édition, il faut le dire quand même, parce qu'il y a ce désir-là de mettre des livres philosophiques québécois. Absolument, parce qu'il y a une collection. Oui, voilà. Une collection Territoire philosophique. Voilà. Qui est dirigée par Pierre-Alexandre Fradet. Qu'on salue. Oui, et qui est un excellent éditeur, je dois dire. Il m'a assisté. Moi, j'y ai envoyé un manuscrit qui était... J'aurais souhaité... Qui était hertelien, c'est-à-dire un peu tout croche. Oui, vraiment. On l'a replacé dans le bon ordre. Très patiemment, avec beaucoup d'énergie, Pierre-Alexandre. Vraiment, c'est un... J'ai eu une bonne expérience. Je suis tombé sur la bonne personne. Très heureux de ça. Et c'est une collection qui s'appelle Territoire philosophique. Mais il y a d'autres éditeurs aussi qui osent en éditer. Jérémy McEwen, par exemple, dont je viens de lire Je ne sais pas croire. J'ai adoré ce livre-là, chez XYZ. Donc, il y en a. Ça existe. Puis il y en a qui disent qu'ils ne font pas de la philo, mais qui en font. Comme Mathieu Bellil, par exemple. Tout à fait. Qui pense qu'il est littéraire. Non, il est littéraire, mais je pense qu'il philosophe pas mal aussi. Oui, je pense qu'il le sait aussi. Il le dit pas, mais il le sait. Il faut rappeler aussi, il y a un petit parallèle intéressant, parce que c'est vrai qu'au Québec, là, je veux pas marteler le clou, là, mais Hertel, c'est plus un savon qu'un philosophe. Oui, c'est devenu un savon. Oui.
C'est drôle parce que vous en parlez dans le livre, vous brossez même l'historique du fameux savon RTL, qui est un fleuron québécois quand même, qui existe toujours et qui est plus dur à trouver parfois qu'avant. Je m'en suis rendu compte parce que moi, j'utilise le savon RTL, qui est très polyvalent. Bravo. Oui. Je vous le recommande. Oui. et dans le fond, François RTL, on l'a dit au début, c'est Rodolphe Dubé, son nom, Ouais. mais c'est aussi en fait, il utilise une figure du chevalier. Oui, il y a un François Hertel qui a existé au 17e siècle. C'est le fils de Jacques Hertel, qui est un des fondateurs de Trois-Rivières. Oui. Et ce fils-là, François Hertel, est un grand défenseur, je l'appelle le chevalier canadien-français, un grand défenseur de la Nouvelle-France. Oui. Il va gagner des batailles capitales en se servant d'une méthode de guerre autochtone, l'attaque surprise, qu'il a appris parce qu'il a été kidnappé pendant 2 ans par des Autochtones de Trois-Rivières, autour de Trois-Rivières, qui l'ont kidnappé et donc il a vécu, il a appris le langage, il a vécu avec eux, il a appris à combattre comme eux et il s'est évadé. 2 ans plus tard, il est revenu et là, il s'est servi de ces tactiques de guerre-là pour... La guérilla, en fait. Carrément, pour, par exemple, faire quelques batailles au sud du Québec, même jusque dans le Maine. Donc, le vrai François Hertel a existé et il a eu beaucoup de fils. Oui. Et c'est devenu un mythe parce qu'à un moment donné, il combattait encore, lui, et 7 de ses fils combattaient en même temps que lui. Donc, c'est comme si Hertel est devenu plus grand que nature. Là. Hertel est partout. Hertel a gagné là. Fait que là, c'est devenu un mythe. Il y a une mythologie qui s'est développée autour de lui. Et le nom Hertel est devenu fameux. C'est devenu... on a nommé des routes par la suite. Au-dessus du mont Saint-Hilaire, il y a le lac Hertel. Il y a le poste hydroélectrique important à la prairie qui s'appelle le Hertel. Hertel des Cantons qui passe jusque chez moi en Estrie. On s'en rappelle pendant le verglas. Oui. Donc, Hertel, c'est ça. Et ça a donné son nom par la notoriété. Alors, lui a obtenu ses lettres de noblesse du roi de France. Et en 1712, je crois, officiellement, le document est arrivé. Et par la suite, lorsqu'on a nommé en son honneur toutes sortes de rues, on en a nommé une, entre autres, à Sainte-Foy. Et là, il y a un homme qui est infirmier auxiliaire et qui a patenté un savon inédit, une invention avec un chimiste d'ailleurs. Ça n'a pas été juste un hasard. C'est drôle. Et il s'est patenté un savon qu'on devait acheter là où il le faisait, chez lui, sur la rue Hertel, à Sainte-Foy. Wow! Donc là, c'est devenu célèbre, ce savon-là. Éventuellement, ça a été vendu chez Steinberg, chez Woolco. Chez Dominion? Oui. Sûrement. C'est partout, en vente près de chez vous. Enfin, vous dites que c'est moins disponible, mais c'est à un moment donné. Non, mais des fois, chez une chaîne que je ne nommerai pas, mais qui a un pays dans le nom et un pneu. Des fois, ils l'ont pas. OK, ouais. Ils sont pas sûrs s'ils vont en avoir. C'était drôle. Et là, j'en ai trouvé, j'ai acheté deux bouteilles. Voilà. Je vais pas faire de. C'est pas un partenaire comme Communauto, là, le savon Hertel. Non, mais la métaphore est intéressante parce que Hertel a été un peu effacé. C'est ça. Des mémoires. Fait que c'est pour ça que vous utilisez. Il a été lessivé. Oui, voilà, il a été lessivé. Il y a une autre partie qui est intéressante aussi dans votre essai, c'est cet entretien avec Guylaine Massoutre, qui, elle, a fait son doctorat. Et qui a connu personnellement Hertel. Voilà. Alors là, c'est comme. Alors, Guylaine Massoutre est une Parisienne, officiellement, mais qui a fait sa vie professionnelle au Québec, qui est une Québécoise, au fond. Maintenant, une écrivaine connue dans le milieu. Elle a écrit sur la danse, sur la poésie, sur toutes sortes de choses. Elle a édité aussi des œuvres d'Hubert Aquin, pour lesquelles elle est reconnue. Puis, elle a la particularité, quand même, d'être, à ma connaissance, la seule au monde à avoir fait une thèse de doctorat sur Hertel. Oui. À la Sorbonne. Et les conditions du choix du sujet sont... Je vais laisser les gens le lire, mais c'est drôle aussi parce que c'était pas son premier choix. Non. Mais ça prouve que le destin existe. Voilà. C'est dit. Et aussi, il y a les aphorismes d'Hertel qui sont une part importante de son travail d'écrivain. Ben, moi, je les ai découpés. Une part intéressante. Je vais vous avouer que... même ma blonde me redemandait ça récemment. Les aphorismes, les as-tu trouvés sous forme d'aphorismes? Et la réponse, c'est la plupart du temps non. Je les ai découpés. OK. C'est parce que c'est un travail que je faisais naturellement. Depuis que je connais Hertel,
dans ses livres touffus, hétéroclites, il y a des parties perles. lumineuses, Ouais. des bribes de sens lumineux. Et puis, je les découpais comme citations éventuelles. Et puis, à un moment donné, j'en avais tellement que je me suis dit... Puis, je sais qu'Hertel aimait ça, lui, les formes courtes. Réticent à l'argument, il aimait ça, les formes courtes. Il aimait ça, personnellement, les recueils d'aphorismes. Il n'en a pas fait officiellement. Il y a parfois, dans certains de ses essais, des parties qui sont des aphorismes. Mais c'est pas là que je les ai pris. Moi, je les ai découpés dans des œuvres qui ne sont pas principalement faites d'aphorismes. J'en ai fait des aphorismes. Correct. Il y en a 94. Et puis, ça permet de redécouvrir Hertel dans quelques-uns de ses livres, parce que si demain matin, Hertel vous intéresse et que vous dites, ben tiens, je vais me trouver un livre d'Hertel. Bonne chance. Ouais. Bonne chance. À moins d'aller dans des libraires de livres anciens, peut-être. Là, ce que j'ai vu, c'est que le site des libraires permet d'acheter en PDF des versions anciennes d'Hertel. Intéressant. Ouais. Qui sont libres de droit. On salue les libraires. Dominique Fontaine-Lagny, merci. C'était passionnant, vraiment. Puis je pense que... J'espère qu'on a des ligos gens de plonger dans votre essai « Le legs d'un philosophe amateur », essai sur François Hertel. C'est publié chez Nota Bene. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. Fait que là, ça, c'est disponible. Vous n'avez pas besoin d'aller au marché Opus Saint-Michel, au 2e étage, chez Fostrol. Pour ceux qui connaissent, là, c'est un langage codé. Hey, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Merci. Là, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je repars le micro parce qu'à chaque fois, Dominique Fontaine-Lagny, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est que je finis l'entrevue, puis là, on fait toujours un petit post-mortem, puis là, on se met à parler de choses intéressantes qui auraient été intéressantes de mettre dans l'entrevue, puis je pars jamais... Parce que je disais que l'entrevue s'est super bien passée, parce que souvent, les profs de cégep qui écrivent des essais puis que j'invite, ça paraît qu'ils parlent, qu'ils sont habitués de communiquer, mais ils sont pas toujours confiants comme interviewés, parce qu'ils sont pas habitués. Mais comme vous vous exprimez à chaque jour devant une classe et que vous devez intéresser la classe dans un sujet qui est la philosophie qui est pas toujours évidente, souvent c'est le premier contact aussi des élèves avec la philo, ils n'en ont pas vraiment fait au secondaire. Exact. Puis j'imagine c'est intéressant d'en parler parce que c'est le plus grand legs de François Hertel aussi, c'est son enseignement, sa prestation d'enseignant au-delà des livres. Oui, la chose qui me revenait en tête, c'est une phrase de Robert Lepage qui disait, par rapport à son théâtre expérimental, les gens ne sont pas cultivés, ils n'ont pas nécessairement une culture théâtrale poussée, mais les gens sont intelligents. Voilà. Oui, si vous vous adressez à leur intelligence et non pas à leur culture, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et vous allez être déçus autrement. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire ici. Oui. Parce que j'invite des livres qui sont rébarbatifs pour bien des gens, mais après 6 saisons, c'est la 7e, les gens me font assez confiance pour se dire, moi, je vais suivre Fred avec son invité. Puis moi-même, des fois, je suis largué dans l'essai que j'ai lu. Mais quand j'invite la personne, on élague ce que c'est bon. Ça clarifie. Parce que les gens sont intelligents. Puis c'est un pari que les médias font. J'ai travaillé assez longtemps, les grands médias, ils trouvent que les gens sont cons. Puis c'est pour ça qu'il y a tant d'émissions de variété, même à la télé publique, parce que les diffuseurs respectent pas l'intelligence des gens. Ça, je vous le dis, là, j'ai travaillé assez longtemps pour faire ce constat-là. Moi, ce que je dis, c'est que mes étudiants de cégep sont vraiment intelligents, mais sont zéro cultivés en philo. Oui, c'est ça. En philo. Pas juste en philo. Non, mais ils sont plus cultivés que moi sur les YouTubers américains ou ça. Mais, c'est une autre culture. Oui, c'est ça. Ils sont cultivés à l'os sur des affaires. Mais évidemment, si je m'attends d'eux à une culture philosophique, je vais être déçu. Si je m'attends d'eux à de l'intelligence, j'essaie de m'adresser à leur intelligence. Et Hertel, je crois, a réussi à faire ça. C'est ce que je voulais rajouter. L'enseignement au cégep, c'est proche de l'esprit hertelien. Mais même s'il va dire, non, on n'aurait pas eu besoin des cégeps, on aurait pu faire la job avec les cours classiques comme avant, on aurait pu se débrouiller avec ça. Mais moi, j'aime mieux le cégep, je suis un disciple de Guy Rocher dans cet esprit-là. Et Guy Rocher l'avait dit quand je l'avais invité au cégep de Drummondville pour le 40e anniversaire des cégeps, il avait dit, écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai plus d'étudiants brillants que j'en avais en 1965.
Donc, on l'oublie, puis moi, on a parlé ici avec Louise Bienvenue, qui est déjà venue parler des collèges classiques. Le taux de décrochage au cours classique, c'était quelque chose comme 75%. Là. Ah, absolument. C'était un champ de ruines. Là. On l'idéalise aujourd'hui parce que les survivants en parlent, puis ils avaient des tribunes, puis ils ont été des technocrates de la Révolution tranquille, puis... Mais c'était un champ de ruines là, sur le plan de l'accessibilité. C'était tough d'y accéder, et ceux qui y accédaient, 75% lâchaient en cours de route. Oui, puis les collèges classiques pour femmes étaient plus rares. Oui, ont été fondés tardivement, au début du siècle premier. Mais le cégep, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux. Oui. Et puis, quand on enseigne la philo, évidemment, quand j'enseignais la philo au début de ma carrière, je voulais les envoyer en philo à l'université. Ça, c'est la témérité, comment je dirais, l'espèce d'innocence du jeune prof qui débarque, qui dit « Hey, j'adore la philo. » Je vais la communiquer, vous allez tous devenir des philosophes. Oui, j'en ai envoyé quelques-uns, je l'ai regretté. Non, ça, je ne l'ai pas regretté. Mais aujourd'hui, c'est plus dans cet esprit-là du tout que j'enseigne. J'enseigne à des élèves en me disant « Ils n'iront pas en philo à l'université. » Alors, qu'est-ce que je veux qu'ils gardent comme souvenir? Est-ce que je veux leur montrer, leur donner assez confiance pour qu'ils osent entretenir un scepticisme modéré? Pas un scepticisme à la Piron radical, je dirais même pas un scepticisme à la Descartes là, qui dit voyez, les remises en question radicales, ça mène à rien. Donc, on va éliminer le doute de notre vie. Ouais. Ça ressemble trop à l'esprit complotiste, ça. Dire, tout à fait. Non, j'aime mieux le scepticisme à la Michel de Montaigne, par exemple. C'est un scepticisme modéré, qui est un scepticisme que j'associe à celui d'Hertel, qui dit il faut avoir confiance, il faut des fois croire que ces valeurs valent la peine d'être affirmées, entretenues, se rejoindre dans une communauté autour de ces valeurs-là, mais être prête des fois à réviser ses jugements. C'est dans cet esprit-là que j'essaie et plusieurs de mes collègues, je le vois, essaient d'enseigner la philosophie encore au cégep en 2024. Évidemment, avec des acquis de culture, on en parlait plus tôt, mais quand on se rend compte qu'à d'autres époques, les excès de consommation aujourd'hui, dont on parle beaucoup, et qui mènent parfois à s'apercevoir que, bon, je croyais pourtant être heureux dans cette direction-là, mais finalement... j'aboutis à une sorte de burn-out et endetté en plus. Quand on s'aperçoit qu'un Épicure au 4e siècle avant Jésus-Christ est passé par des réflexions très semblables et que l'histoire s'est répétée quelquefois autour de problèmes tout à fait semblables avec des contextes différents, on s'aperçoit que, je ne sais pas, ça aide à prendre un recul sur soi-même, sur notre époque, puis arrêter juste de déprimer, tu sais, évidemment, c'est difficile. Oui. C'est difficile. Mais ça a toujours été difficile d'éviter de déprimer. Et la philosophie peut nous aider à déprimer sur une perspective plus longue et nous extraire de notre époque et se rendre compte que ce qu'on vit, c'est peut-être pas si inédit, puis il y a autre chose. Moi, je dirais, comme Walter Benjamin, il faut organiser son pessimisme. On va terminer pour vrai. Là, je ferme le micro pour vrai. Je pense qu'on a extrait tout le jus qu'on pouvait aujourd'hui. Hey, merci Dominique Fontaine-Lanier. Vraiment. Ça m'a fait plaisir. Belle rencontre, vraiment. Alors voilà ce qui conclut ce premier épisode de la saison 7. Saison 7, quand même. Merci. Merci à Louis-Philippe Lampron et à Dominique Fontaine-Lanier. 2 segments vraiment passionnants. N'oubliez pas d'aller acheter vos billets pour Le Vieil Homme et la Mer et Catherine Etier, 5 octobre au Lion d'Or. C'est un samedi soir. On commence tard parce qu'il y a eu un événement juste avant. On n'a pas pu faire autrement. Fait il y a un côté late night que j'aime bien aussi pour une soirée d'humour. Alors, allez acheter vos billets. C'est 20$ plus les frais, plus les taxes. On n'a pas, malheureusement, d'emprise sur les frais, mais il va falloir avoir une discussion collective sur les frais de service dans les salles de spectacle. Parce qu'on se plaint que les arts vivants se meurent. Ben, il faudrait peut-être... c'est ça. Il faudrait peut-être... penser à ça. Et bien sûr, restez à l'écoute pour le lancement dans quelques semaines de cette nouvelle balado. On a fait nos recherches. Vous allez voir, il y a un site web et avec ça, j'ai vu les maquettes. Ça va être extraordinaire.
On va terminer en musique. Je me suis pas cassé la tête. Des fois, je m'arrange pour faire fitter ça avec l'actualité. Mais là, l'actualité, en fait, c'est que le groupe Chou sort son nouvel album assez bientôt. Et vous savez que j'aime beaucoup le groupe Chou. Et ils ont fait paraître cette semaine un deuxième extrait de ce nouvel album qui sortira, je crois, au mois d'octobre. Et c'est la pièce « Je fais attention ». Et c'est là-dessus qu'on se laisse. Faites attention, tout le monde. La vie est parfois dangereuse, particulièrement sur les réseaux sociaux. Bye bye.